Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux pour cette conférence. Nous sommes à l'Université de la Terre, qui est du coup ce sommet assez magnifique. Je crois que vous êtes 10 000 sur 2 jours à être ici. Donc on est à l'UNESCO. Et à cette table ronde, on va discuter d'une question qui me tient énormément à cœur, c'est comment est-ce qu'on change de vie ? Avant qu'on discute, je vous propose qu'on fasse un petit jeu. On va tous se lever. Alors moi, ça va être difficile parce qu'il faut que je reste assise pour le micro, mais vous allez vous lever. Et je vais vous poser des petites questions. Si c'est oui, vous restez debout. Si c'est non, vous pouvez vous asseoir. Allez, on y va. Alors, première question. Qui vit en ville ? Si c'est oui, vous restez debout. Qui vit en ville ? Si c'est non, vous pouvez vous asseoir. C'est temporaire. Qui voudrait quitter la ville pour changer de vie à plus ou moins long terme ? Si c'est oui, vous restez debout. Si c'est non, vous vous asseyez. Ah, mais vous avez quand même envie de rester en ville, hein ? C'est bien. Si vous voulez quitter la ville, ah oui, pardon. Debout, et si vous voulez y rester, vous asseyez. Ah oui, non, une majorité totalement. Oui. Exactement. Et qui voudrait quitter la ville cette année ? Non, reste debout. Reste debout. Voilà. C'est souvent effectivement la différence. C'est que on se dit que c'est un changement de vie à plus ou moins long terme, mais c'est rarement effectivement quelque chose qu'on a envie de faire absolument tout de suite. Alors, il y a un sondage du Parisien qui a été publié récemment et qui disait que 65% des Parisiens avaient envie, dans un avenir proche ou lointain, de quitter la ville. Donc, c'est à peu près, je pense, qu'on a eu devant nous. Il y avait 29% à vouloir le faire d'ici 2 à 5 ans, 18% à vouloir le faire dans une dizaine d'années. Voilà. Aujourd'hui, donc, pour parler justement de comment est-ce qu'on change de vie, j'ai l'honneur d'accueillir 3 invités. Mathieu Labonne, donc Mathieu qui est au bout de la table. Tu es président et directeur général de la coopérative Oasis, qui réunit, qui accompagne et finance des centaines d'écolieux en France. Auparavant, tu as présidé l'association Les Colibris pendant 6 ans. Et récemment, tu as publié un ouvrage aux éditions Tana qui s'intitule « Servir le monde, la voie de l'écologie spirituelle ». Merci d'être là. Amélie Dag, tu es productrice du podcast Laisse Béton, tu nous en parleras. C'est un podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert grâce à des témoignages notamment, donc des témoignages de gens qui ont quitté la ville, mais aussi des témoignages d'experts du monde rural par exemple. Et Clément Osé, tu es auteur, tu as publié notamment 2 ouvrages aux éditions Tana, un peu coup sur coup. En plus, il les a apportés, c'est sympa. De la neige pour Suzanne, 2021, le plus ancien, et Plutôt nourrir avec Noémie Calais, qui est une éleveuse de porcs. Tu nous parleras de son ouvrage et du tien aussi tout à l'heure. Alors, le dénominateur commun entre mes 3 invités aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous quitté le monde rural. Et je me rends compte que je ne me suis pas présentée, je crois. Le monde urbain. Le monde urbain, ça va aller. Donc moi, je suis Juliette Keff, je suis journaliste et je suis présidente d'un média en ligne qui s'appelle Vert. Vert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment une newsletter d'actualité sur l'écologie qui est envoyée chaque jour à midi à nos abonnés et qui est en accès libre. Voilà, on a bientôt 3 ans et vous pouvez retrouver tous nos articles en accès libre sur vert.eco. Alors, le phénomène du retour à la Terre, pour le dire comme ça, il n'est pas nouveau. Bien sûr, depuis les années 60, on se pose ces questions-là. Comment quitter la ville ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on change de mode de vie ? J'interrogerai un petit peu nos invités pour savoir justement si on peut changer de vie tout en restant en ville. C'est peut-être aussi quelque chose qui est possible. Il y a un sociologue, Maxime Cordelier, qui dit que c'est un phénomène qui s'accélère tout de même ces dernières années. Alors, on n'a pas non plus des départs massifs. On pensait qu'avec le Covid, par exemple, les gens changeraient beaucoup plus de mode de vie. Finalement, 2 ans après, c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Donc, ça s'accélère un petit peu, mais c'est pas non plus hyper massif. Mais aujourd'hui, on va se demander comment prendre la clé des changes, justement. Alors, je vais commencer avec toi, Clément. Donc toi, tu as commencé à Sciences Po, donc tu avais un parcours académique classique. Tu as travaillé dans diverses villes pour divers emplois tout à fait classiques aussi, somme toute. Puis tu as décidé de t'installer dans une ferme décroissante. Alors comment s'est fait ta prise de conscience ? Quel a été un petit peu le déclencheur pour toi de ce changement de vie ? Vous m'entendez ? Ouais,
Alors, le déclic... Déjà, moi, j'ai un peu je suis désolé, je vais être embêtant, mais j'ai un peu du mal avec cette idée de changement de vie parce que, en gros, ça présuppose que j'aurais dû avoir une vie normale. Donc, en sortant de Sciences Po, j'imagine avoir de l'argent, du pouvoir, des jobs à responsabilité, habiter en ville. Et donc, du coup, j'ai décidé de changer de vie. J'étais courageux et du coup, j'ai remonté la rivière comme un petit saumon. Voilà. En fait, c'est pas vraiment comme ça que moi je le ressens. C'est-à-dire que au fur et à mesure de ma vie, il y a eu des clics, comme disait Juliette, qui ont fait que, en lisant des médias comme Vert, on accède à un niveau de conscience qui est plus élevé. On se rend compte qu'il y a un grave problème au niveau de la catastrophe écologique, que la Terre qu'on habite, elle est menacée par nos modes de vie. Et donc, il y a un moment où, en fait, pour moi, c'est devenu assez insupportable psychologiquement de continuer à avoir le même boulot qui me posait de plus en plus de questions, à avoir les mêmes mobilités qui me posaient de plus en plus de questions. Voilà, il y a tout un tas de trucs dans ma vie, en fait, qui ont commencé à créer une gêne, une espèce d'amertume. Et du coup, je dirais que j'ai pas fait ça par égoïsme, enfin par héroïsme, mais plutôt par égoïsme, parce qu'en fait, à un moment, ça devenait trop insupportable de continuer à vivre de la même façon. Donc du coup, c'est plutôt dans une démarche assez égoïste de quête du bonheur et de un peu de réflexe vital, de se dire comment est-ce que je change des trucs dans ma vie pour que ça devienne vivable et que finalement ça arrête de se faner, parce qu'il y a un moment où moi je perdais un peu le goût, quoi. Et donc du coup c'était plus un réflexe de survie, de me dire qu'est-ce que je change pour retrouver goût à la vie, quoi. Et alors dans les déclics qu'il y a eu, donc moi avant de faire ce changement entre guillemets, j'étais dans la coopération internationale, je travaillais en Mauritanie, et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a plein de gens qui peuplaient la ville que j'habitais, Nouakchott, qui étaient en fait des réfugiés climatiques. Et du coup là j'ai pris conscience par le sensible, parce que le rationnel je commençais déjà à en avoir pas mal, mais là je me suis rendu compte que y a des gens qui clairement étaient dans un coin de brousse et qui n'arrivaient plus à vivre là où ils étaient, parce qu'en fait il n'y avait plus assez d'eau pour nourrir leur bétail, et donc du coup ils venaient s'agglutiner dans cette ville qui était Nouakchott. Et voilà, là il y a eu un déclic comme ça, et puis après il y en a eu plein, mais voilà, ça charge un peu la mule, et puis au bout d'un moment on se dit comment est-ce que moi je survis mentalement, voilà, et comment est-ce que je combats la dissonance. En fait le seul levier qu'on a, c'est d'essayer de s'aligner un peu plus avec ce dont on est conscient. Donc je dirais que le changement de vie, c'est avant tout une histoire de sensibilité et de conscience, quoi. Mais cette sensibilité, vous l'avez tous et toutes dans la salle, quoi. C'est juste que dans la tête, on a plein de voix qui nous parlent, et celle-là, on a tendance à pas toujours l'écouter. Mais en fait, je vais pas vous dire qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience, parce que en fait, vous les avez toutes, ces informations, quoi. Voilà, mais c'est juste quelle voix est-ce qu'on écoute. Et du coup, moi, celle-là, elle a commencé à résonner un peu plus fort dans ma tête, et c'est pour ça que ça a changé la suite, et du coup, ça s'est traduit par des actes aussi. Ouais. Du coup, concrètement, à un moment, c'était insupportable de continuer à avoir le mode de vie que tu avais à l'époque? Oui, donc du coup j'étais donc expat, hein, donc ça veut dire à Noël on prend l'avion pour rentrer voir sa famille. Je bossais dans la coopération, donc moi c'était un système, donc j'étais dans l'aide au développement, donc développement c'était jamais trop défini en fait dans le boulot, mais en gros c'était construire plus de routes, avoir plus de centres commerciaux, plus de machins, enfin arriver à une espèce de société, une civilisation occidentale mondialisée, voilà. Enfin j'étais pas sûr que ça c'était un objectif réellement désirable, et je savais que ça s'accompagnait de tout un tas de dégradations matérielles et de destruction de notre environnement, la biodiversité. Donc en fait, moi, ça a commencé vraiment à me déranger, quoi. Et donc après, j'ai eu le parcours un peu classique du gars privilégié voilà, ils m'ont filé une prime de fin de mission. Donc du coup, après, j'ai été voyager pendant 1 an, j'ai réfléchi à ma vie, etc. Et donc là, en rentrant, je me suis dit, bon, j'arrête les bêtises. Et du coup, je me suis dit, je change d'abord mon mode de vie. Et donc je suis allé m'installer dans une ferme collective, décroissante, sobriété extrême, bâtiment bioclimatique, voilà, pas de chauffage. On en voilà, parlera. on en reparlera après. Mais voilà, donc à ce moment-là, il y a eu un point de non-retour, en fait, où... voilà, après c'est compliqué maintenant il y a des trucs. Voilà, ce matin c'est une anecdote, mais je suis venu en voiture parce que j'avais pas le choix, on avait un truc de prévu après là. Et du coup j'étais tout seul comme un con dans ma voiture, dans les bouchons de ça, et je me suis dit, moi ça me ronge, quoi, vraiment. Je me dis, mais là je vois les gens dans la rue, je me dis je suis en train de polluer leur air, ils vont mourir prématurément. Moi je suis là en train de stagner, je deviens fou, ça m'énerve, je m'énerve contre les gens, etc. Et je me dis, mais là c'est pas possible, quoi. Donc ça faut arrêter, quoi. Et à chaque fois ça me coûte mais tellement cher de faire ce genre de choses, voilà.
Ok, on sent un peu un agacement. Ouais. Alors Amélie, toi, tu as aussi changé de vie et tu as même créé un podcast pour raconter justement des parcours similaires ou différents du tien. Ce podcast s'appelle Laisse Béton, je vous le recommande parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Et tu donnes la parole justement à beaucoup de personnes qui ont basculé, qui ont changé de leur mode de vie, qui ont eu envie de passer à l'acte quelque part, que ça ne reste pas justement une petite voix dans la tête comme le disait Clément, mais qui ont envie de mettre en place des choses très très concrètes. Est-ce que dans tous les parcours que tu as pu voir, il y avait des ressemblances? C'était quoi un petit peu les mêmes? Quels sont les ressorts communs à toutes ces expériences-là? Alors, bonjour. Effectivement, j'interviewe moi des gens qui ont quitté la ville, vraiment à un moment de leur vie, que ce soit il y a 30 ans ou il y a 3 ans, avec des histoires qui, à ma grande surprise, sont extrêmement différentes et des profils qui sont très différents. Donc, je m'attendais à, un peu comme c'est mon cas d'ailleurs, je ne vais pas m'épancher sur mon cas, mais je vous raconterai un petit peu l'origine du podcast tout à l'heure, à un changement de vie, comme on dit, de milieu de vie, voyez-vous, après 40 ans, etc. On a travaillé 15, 20 ans et on pense à la suite et on change de vie. Donc, il y a de ça. Et puis, il y a des gens beaucoup plus jeunes, voilà, qui changent de vie un peu comme toi, qui décident de changer de vie avant presque de l'avoir commencé. Et ça me surprend et ça m'enthousiasme aussi, dont je reparlerai après. Alors effectivement, il y a des points communs, malgré cette diversité d'histoires, parce qu'évidemment, ça se rapporte à des histoires de vie. Hein, changer de lieu de vie, ça veut dire changer de vie au pluriel, on reviendra là-dessus. Dans ce qui est commun, c'est que souvent, il y a au départ une forme d'intuition, quelque chose de diffus, en fait, qu'on a du mal à nommer et qu'on met parfois des années à nommer. Et si, en fait, les conversations que j'ai avec ces gens-là à travers le podcast les aident à nommer cette intuition, moi, j'aurais gagné quelque chose. Donc, ça peut être l'expression d'un mal-être, comme tu le décrivais. Donc, vraiment, une perte de cohérence entre ce que je fais au travail, par exemple, et ce en quoi je crois, entre ce que je fais à l'environnement dans lequel je vis et ce en quoi je crois. Donc, voilà, il y a quelque chose qui relève de ça. Certains, je pense à Delphine, donc tous les interviews, toutes les personnes dont je parle, donc leurs interviews ne sont pas forcément libres, en tout cas ont été interviewées, c'est gratuit, vous les trouverez sur les plateformes de podcast, donc vous pouvez les écouter. Delphine, elle a quitté Bordeaux, elle parle de survie en fait, c'est un sentiment vraiment de survie, il fallait qu'elle parte, voilà. Donc elle n'est pas partie seule, elle a embarqué mari et enfant, on reviendra aussi là-dessus, parce qu'on ne part pas toujours tout seul, ça a quand même un impact. Donc c'est quand même assez violent, des mots qui sont un peu durs à entendre. Alors ça se termine très très bien son histoire en fait, parce qu'elle a repris goût à la vie justement en changeant de lieu de vie. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose de plus positif, ou en tout cas alors peut-être a posteriori, qu'ils expriment de manière plus positive, c'est vraiment un appel. Et je crois que pour mon cas c'était ça, c'est-à-dire il y a soit encore une fois quelque chose de diffus, j'ai l'intuition que ma famille et moi, ou moi toute seule, ou ma tribu et moi, mon couple, etc., on sera plus heureux et donc qu'on aura un meilleur impact si on vit ailleurs, dans un monde plus proche de la nature, plus, on reviendra sur tout ça. Quoi qu'il en soit, quelle que soit en fait cette intuition qui anime les gens que j'interroge, à un moment, effectivement, il y a toujours un déclic qui fait passer à l'acte, hein, parce que c'est quand même pas anodin de quitter ses racines, voilà, de quitter le lieu d'où on vient, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra. C'est peut-être pour cela que vous êtes moins nombreux à dire « je vais partir dans l'année » qu'à vouloir le faire. Mais c'est possible, on reviendra aussi là-dessus. Bref, je reprends ma phrase. Donc ce déclic, ça peut être quelque chose de personnel, voire très intime, hein. L'arrivée d'un enfant différent, c'est le cas de certaines personnes que j'ai interrogées, et pour lesquelles, du coup, il faut une vie plus simple, il faut une vie loin de la ville, il faut une vie où vous savez qu'une communauté prendra soin de vous et de votre enfant, voilà. Et donc ce déclic, ça peut être évidemment des événements extérieurs. On parle beaucoup du Covid, on parle moins des attentats de 2015. Or, beaucoup de gens que j'interviewe, qui étaient donc à Paris, se sont dit, moi, au moment de ça, que j'ai connu une personne qui était victime ou pas, moi, je me suis dit, il faut que je parte, en fait, et qui sont passés à l'acte. Donc voilà, donc il y a à un moment forcément un déclic. Et puis, oui, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, dans les on va dire, les intuitions positives, parfois, et ça c'est très très beau, vous ressentez, il y a des espèces de coups de foudre avec un territoire. Parce qu'aujourd'hui, on parle en fait des gens qui partent ou qui veulent partir. J'espère qu'on va parler aussi un peu des territoires qui les accueillent, parce que mine de rien, ça fait partie de l'équation. Et parfois, il y a des histoires très très belles en fait entre eux. À l'occasion de, peu importe, un mariage, des vacances, un week-end, etc., une visite professionnelle,
vous arrivez dans un endroit et vous savez que c'est là que vous devez aller. Et franchement, c'est moins rare que ce qu'on imagine, ça arrive. Des coups de foudre avec des lieux, et ça peut être un resto abandonné, je sais que je vais le reprendre. Voilà. Donc voilà, je voulais le citer parce que c'est des histoires belles. Alors on parlera, il n'y a pas que de la beauté dans tout ça, c'est quand même aussi des chemins de vie qui sont un peu hasardeux parfois. Mais voilà ce que j'ai vu comme élément commun. Merci beaucoup Amélie. Et Mathieu, donc vous l'avez abordé en fait déjà tous les deux, Clément et Amélie, cet appel. Mathieu, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé, tu as même écrit un livre du coup sur l'écologie spirituelle, donc aussi effectivement cet appel intérieur, en tout cas le fait de vouloir aligner quelque part ses convictions, mais aussi cette vie intérieure avec son mode de vie. Comment est-ce que tu l'expliques et en fait, voilà, c'est quoi cette transformation intérieure? C'est quoi cet appel pour toi? Wow, j'ai 2 heures, c'est ça? En tout cas, moi, bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, moi j'ai une conviction, alors c'est les 5 minutes un peu perchées de la session, hein, je suis désolé. Moi j'ai une conviction, c'est que les racines du fait que notre société ne change pas, parce que globalement ça ne change quand même pas beaucoup, je suis désolé par rapport à ce qu'on doit faire, on peut les chercher du côté politique, du côté technologique, etc. Mais je pense qu'on se fourvoie pas mal, quoi. Les racines du fait que ça ne change pas beaucoup, pour moi, elles sont bien plus intimes et profondes que ça. Bon, je pense que vous êtes après d'accord jusque-là. C'est-à-dire que si on se limite à vouloir ajuster un peu le système et à vouloir passer d'une énergie à une autre forme d'énergie, je ne pense pas qu'on va aller très loin, en tout cas pas à la mesure des problèmes auxquels on a affaire. Je pense que c'est typiquement ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Je veux dire, je vais essayer de pas trop taper sur le gouvernement et les banques aujourd'hui, mais franchement, on est vraiment à côté de la plaque. Donc le changement qui nous attend est un changement énorme. Et donc moi, ce qui m'intéresse depuis que je suis étudiant, je me dis, mais voilà, il faut passer de ça à ça. Et nous, on discute sur quelques pourcentages en haut, quoi. Il y a un truc qui dissonne. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de relier ces changements sociétaux, parce que l'être humain est un être social, avec quand même des questions plus individuelles, personnelles, de qu'est-ce qui fait qu'on change ou pas. Et alors c'est le grand problème de l'être humain, si vous voulez le résumer en une polarité, c'est qu'on est un être individualisé et social. Les animaux, en général, ils sont l'un ou l'autre, nous on est les deux, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous, on est toujours pris par ces deux mouvements. Alors une polarité, comment est-ce qu'on la dépasse? C'est en la faisant dialoguer, quoi, pour tout. C'est des grands débats sur comment on gère des conflits, mais tu as deux polarités, il n'y a pas une qui a raison, une qui a tort, mais on essaie de les faire dialoguer. Donc l'être humain est un être social et individualisé. Donc à la fois des quêtes personnelles et des quêtes collectives. Et du coup, l'articulation des deux, c'est ce qui manque aujourd'hui, j'ai l'impression. En gros, si je résume, on parle beaucoup de créer des méditants militants, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui méditent et ceux qui militent, et l'idée c'est de les faire se rencontrer, parce que c'est là, à mon avis, qu'est la solution. Pourquoi c'est important? Je vais essayer de prendre 2 minutes, alors passer un peu à un niveau peut-être un peu méta, j'en suis désolé, mais si on prend la question climatique, qui est un très bon exemple. La question climatique, le problème, vous savez sans doute, c'est la question de l'énergie. Nous sommes trop d'énergie. C'est pas passer du pétrole au solaire, ça suffira pas. Il faut consommer moins d'énergie. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant d'énergie? L'énergie, c'est ceux qui ont fait un peu de sciences physiques quand ils étaient étudiants. L'énergie, c'est la capacité à transformer un état. Donc l'énergie, ça nous dit qu'on veut transformer le réel. Si vous voulez chauffer un objet, le déplacer, le casser, le déformer, il faut de l'énergie. Donc l'être humain a besoin d'énergie parce qu'il veut transformer le monde. S'il veut moins transformer le monde, il a moins besoin d'énergie. Donc la racine du problème, si vous voulez, aujourd'hui écologique, c'est pourquoi est-ce qu'on veut tant transformer le monde. Et donc là, je vais faire une digression qui va rejoindre la question, hein, quand même. Je vais prendre une citation du Bouddha. Voilà, donc on va compter un peu de l'Orient. Le Bouddha, il dit un truc, il dit être heureux, c'est être proche de ce qu'on aime ou loin de ce qu'on n'aime pas, et être malheureux, c'est être loin de ce qu'on aime ou proche de ce qu'on n'aime pas. Donc en gros, si vous voulez, on peut résumer ça en disant on est heureux quand ce que je veux et ce qui est, c'est la même chose. Ça va jusque-là? Donc d'ailleurs, il y a d'autres sages en Inde qui disaient un être normal vit dans son monde, seul le sage vit dans le monde. Il y a le monde et notre monde. Et les moments où ces deux-là, ils collent l'un à l'autre, on est heureux. Quand ils sont différents, on est malheureux. Bon, ça va encore jusque-là? Voilà. Ça, c'est la base en fait, de la démarche spirituelle. Vous avez finalement 2 choix. Il y a le monde et votre monde. Est-ce que vous voulez que le monde colle à votre monde, ou est-ce que vous faites coller votre monde au monde? Il y a 2 voies pour être heureux, si on veut que les 2 soient égaux. Je suis un peu parti pour un truc trop long. Mais, et donc, il y a la voie matérialiste qui est de dire on va faire coller le monde à ce qu'on veut,
Ça, c'est ce qu'on a exploré depuis pas mal de temps et ça marche pas, en gros, parce qu'on n'arrive jamais au bout et que ça tue le vivant. Et il y a l'autre voie qui est de dire on va faire coller son monde au monde. Et ça, c'est la voie de la démarche spirituelle. Voilà. Donc, ça, je résume. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de changement de vie, ce qui est compliqué aujourd'hui, et ce qui est pour moi, en fait, la clé, la bascule, c'est pas seulement des questions techniques de comment je m'organise, etc. On va en parler beaucoup, et évidemment, c'est mon métier, donc je m'intéresse beaucoup à ça. Mais il y a aussi une question assez fondamentale. C'est là où la démarche spirituelle, la démarche intérieure de toutes les traditions peut nous être utile. C'est comment on arrête de vouloir faire coller le monde à son monde, mais comment est-ce qu'on essaie de faire un peu se coller notre monde intérieur au monde tel qu'il est. Et quand ça c'est fait, la bascule elle se fait assez facilement. Voilà. Merci. Et une fois justement qu'on a, peu importe la manière dont on l'exprime, mais en tout cas qu'on essaie de faire coller ses valeurs ou ses convictions ou sa vie intérieure à son mode de vie, donc c'est voilà, qu'on commence à basculer finalement et à vouloir autre chose, et qu'on décide de le vouloir et de s'installer ailleurs ou de changer vraiment en profondeur son mode de vie. Donc encore une fois, ça peut être aussi en ville, mais voilà, en tout cas quand on s'installe en territoire rural, Amélie par exemple, tu me disais en préparant cette table ronde que changer de vie, c'est pas changer de décor. C'est-à-dire qu'il y a une vraie transformation qui se fait. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment ça se passe concrètement en fait l'installation, dans les témoignages que tu as pu aborder. Comment se fait l'installation? Quelles sont peut-être les difficultés? En tout cas, c'est quoi les premières étapes pour s'installer ailleurs? Alors, je digresse moi aussi, pareil, je vois qu'on a le droit. Avant de parler des difficultés, je voudrais dire que quand ça marche, c'est juste extraordinaire quand même, hein, de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et d'ailleurs, choisir le lieu où l'on vit, ça devrait être quand même la première des libertés, quoi. La raison, moi, pour laquelle... ce qui m'a frappée avant de créer ce podcast, c'est que j'ai farfouillé un peu dans les chiffres et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, peut-être que vous le savez, moi je ne le savais pas avant, 33% des Français vivent dans le monde rural. On pourrait vous dire, waouh, c'est beaucoup en fait, c'est vachement plus que ce que j'imaginais. Moi, c'est plus que ce que j'imaginais. Et en fait, c'est rien, parce que à côté de... Pardon, c'est rien, c'est 33% par rapport aux 81% de Français. Alors il y a plein d'études là-dessus, et ça c'est des chiffres qui datent d'avant le Covid, hein, qui disent le lieu de vie idéal, c'est le village, c'est sûr, parce que petite taille, etc. Et Mathieu en parle bien dans son livre. Donc en gros, je caricature. Alors évidemment, je tords un peu les chiffres, mais tout le monde, enfin presque tout le monde, se dit mais oui, bien sûr, la petite communauté, le village, le clocher, le coq, etc. C'est ça qu'il faut. Et en fait, il n'y a qu'un tiers des Français qui y vont. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème en fait? Pourquoi vous partez pas l'année prochaine? Tous ceux qui ont dit mais oui, on veut y aller. Qu'est-ce qui vous freine? Je serais ravie de vous entendre après. En fait, ce qui est compliqué. On va revenir sur tous les avantages, je réponds à la question là. Ce qui est compliqué, c'est qu'on aime le terme changement de vie ou pas, c'est un changement de vie au pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, ça touche à beaucoup de choses, souvent, la plupart du temps d'ailleurs. Et au bout d'un moment, ça touche à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne change pas juste quitter la ville pour s'installer dans le monde rural. Ce n'est pas juste changer de cadre de vie, comme tu le disais Juliette, c'est changer de style de vie. C'est même quitter un système en fait. Et ça, moi, j'en avais aucune conscience quand je suis partie. En fait, j'avais même pas réalisé, je le dis aujourd'hui de manière un peu naïve, que j'avais pas réalisé qu'on pouvait faire de la politique avec le code postal de sa résidence principale en fait. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, là où vous habitez, ça en dit long sur qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est absurde, c'est absurde. En fait, pardon, je digresse encore, mais je crois que ça nourrit le débat. Donc, quand on a pris la décision, nous, en famille, de partir, pour nous, c'était un changement de plus dans une vie où on avait connu plein des changements. Et vous aussi, vous en avez connu plein des changements. Au cours d'une existence, on change de vie plein de fois. Voilà, on quitte ses parents, on change de job, on se marie, on a des enfants, tout ça, c'est des changements de vie. Donc, pour moi, c'était un changement de plus, et je retrouvais une ruralité que j'avais connue enfant. Je ne vis pas là où j'ai grandi enfant, mais en tout cas, la vie du monde rural, je voyais à peu près ce que c'était. Et en fait, quand on l'a annoncé un peu béat et très naïf à notre entourage, donc parisien à l'époque, puisqu'on habitait Paris, moi j'ai été frappée par la violence des réactions. Alors peut-être que post-Covid, ça serait un peu atténué, mais je ne suis pas si sûre que ça en fait. Il y a eu 3 types de réactions. La première, c'est les vrais, les purs, les durs, ceux qui restent, les vrais amis qui vous disent « si vous y croyez, allez-y, c'est super, c'est votre projet, etc. » Ils n'étaient pas si nombreux en fait. La deuxième réaction, un peu plus, que j'aurais pu anticiper, c'est, et je cherche vraiment pas à opposer la ville et la campagne, je nourris la discussion, des urbains pure souche, comme
beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire beaucoup d'entre nous sommes urbains et n'avons connu que ça, donc souvent des Parisiens, pour lesquels il était inconcevable, enfin c'était un trou noir, c'est-à-dire en dehors du périphérique, le trou noir, la diagonale du vide, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de vie culturelle, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de vie économique malheureusement, enfin il n'y a rien. Tu vas mourir, quitter la ville, c'est mourir un peu, quoi. C'est quand même assez violent. Je m'y attendais, mais bon, difficile d'argumenter face à ça. Et la troisième, qui m'a le plus surprise et sur laquelle j'ai du mal encore à travailler aujourd'hui, ce sont des gens comme moi qui avons grandi en terre rurale, quelque part en France en général, donc qui connaissons ça. Effectivement, la ruralité, elle a changé. C'est pas la discussion d'aujourd'hui. C'est plus la même qu'il y a 30 ans ou 40 ans, mais peu importe. On voit à peu près ce que c'est, voilà. Le quart à 7 heures du matin pour aller au lycée, si tu le rates, tu vas pas à l'école. Voilà, ce genre de trucs. Peut-être que ça parle à certains. Et en fait, pour lesquels dire, moi, je quitte la ville et je vais vivre dans le monde rural, c'était une trahison. Une trahison de leur croyance à eux que le succès, la réussite, elle est forcément dans un monde urbain. L'innovation, elle est forcément technologique, donc elle est forcément dans le monde urbain. Donc c'était des réactions assez violentes, en fait. Voilà. Et ça m'a beaucoup interpellée. Parallèlement à ça, effectivement, moi, j'ai cru probablement que c'était juste un changement de décor. Voilà. Et je me suis rendu compte quelques années après que c'était bien plus que ça. Donc, je savais que tous les rabat-joie avaient tort, ça, j'en étais convaincue. Mais je me suis moi aussi trompée. C'est-à-dire que c'est un vrai bouleversement de vie, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. J'extrapole un peu sur ta question, mais en fait, comment ça marche, comment on réussit son installation. Donc, je tire un peu les fils de tout ce que j'ai pu entendre ces derniers mois au cours des entretiens que j'ai menés et de ma propre expérience aussi. Je pense qu'il y a 3 étapes qu'il ne faut pas zapper, même si elles peuvent être assez condensées et ça ne prend pas forcément des années non plus. Donc oui, vous pouvez partir dans l'année qui vient, je vous le promets. La première, c'est que, et je pense que c'est valable pour tous les changements en fait, il y a une part d'utopie dans tout ça, c'est sûr, mais cette utopie-là, il faut la nourrir. Ce rêve-là, il faut le nourrir. En fait, on exprime souvent, et moi la première en fait, quand j'ai décidé de quitter Paris, je voulais plus de quelque chose et moins d'autre chose. Je voulais une vie plus simple, un cadre de vie plus sain, une consommation plus locale. Donc c'était forcément en référence par rapport à ce que j'avais vécu les années précédentes. Et en fait, on part tous un peu de ça. En fait, il faut arriver à le définir, ça. Ok, très bien, tu veux une vie plus saine, à quoi ça ressemble en fait, comment tu l'imagines, comment tu le rêves, etc. Cet exercice-là, on n'est pas obligé d'y passer non plus des heures et des heures, et là on sort de toute contrainte évidemment. Écrivez-le, parlez-en avec celui avec lequel ou celle avec laquelle vous partez, ou la tribu avec laquelle vous partez, enregistrez-le, dessinez-le, enfin je ne sais pas quel est votre support de prédilection, parce que ça va vraiment nourrir les moments de solitude, parce qu'il va y en avoir, et puis ça va vraiment nourrir, si vous partez à plusieurs, effectivement, votre chemin, en fait. Donc c'est vraiment important. On parle beaucoup de cahiers de rêve. Beaucoup de gens à qui que j'ai interrogé me parlent de ce cahier de rêve qu'ils ont rédigé à un moment et sur lequel ils reviennent de temps en temps, et je trouve ça intéressant. Aller chercher des modèles aussi. Alors, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Des modèles de réussite dans le monde rural, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on ne les voyait pas. C'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'on ne les voyait pas. La ruralité est devenue un petit peu médiatique grâce au Covid. Alors, on en parle toujours très mal dans la plupart des médias. Voilà, parce que c'est maladroit, parce que c'est méconnaître la vérité, parce que, bon, tout ça, ça entretient, effectivement, ça part de ce que je disais tout à l'heure, de cette méconnaissance de la vie dans le monde rural. Mais il y a plein de gens, plein de gens qui ont changé de vie à un moment, qui ont quitté la ville à un moment et qui sont prêts à vous parler. Voilà, je le vois, moi, j'ai aucune difficulté à avoir des gens qui témoignent. Donc, allez les voir. Au pire, vous en tirez rien, vous aurez passé un bon moment et vous aurez rencontré quelqu'un. Et au mieux, vous en sortirez avec des enseignements sur ce qu'ils ont fait, surtout comment ils l'ont fait. Ça, c'est la première partie. Donc, nourrir ce rêve-là et aller chercher des modèles. La deuxième partie, c'est vraiment identifier ses freins. Et vous en avez, c'est évident. Sinon, vous partiriez tous demain. Ils sont souvent économiques, mais pas que. On a une crainte de quelque chose. Et ça, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez le faire avec un coach. Vous pouvez le faire avec quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est en gros essayer de bien se connaître, de bien apprendre à se connaître pour dire, quand je pense à ce rêve-là, quand je vois ce rêve-là dessiné, écrit, etc., qu'est-ce qui me donne mal au bide? Au contraire, qu'est-ce qui me fait bouger, quoi, voilà. Et cette partie-là aussi, elle est hyper intéressante. On parle beaucoup de résistance au changement. Et en fait, quand on résiste, c'est qu'on cherche à protéger quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez à protéger? C'est votre peur de l'insécurité, c'est votre peur de perdre des amitiés, voire des amours, etc. Donc c'est important d'identifier ça et de travailler là-dessus. Et le troisième, et après je laisse la parole,
c'est en fait, quel que soit votre itinéraire, c'est de vous équiper avant de partir, dans le sens que il va vous falloir des alliés, des gens qui vous écoutent, des gens qui vous financent éventuellement, des gens qui partent avec vous. Et ça, vous allez avoir des surprises. C'est-à-dire, je fais référence à l'annonce, vous avez des gens qui vont réagir différemment, et puis surtout de ce que vous imaginiez. Mais vous allez avoir de très belles surprises, de gens qui s'identifient à votre histoire ou qui ont envie de la porter quelque part. Et donc voilà, ça fait partie du chemin. Il y a plein de structures qui peuvent vous aider à trouver le territoire qui peut vous accueillir. Plein. Enfin, je ne vais pas les détailler là, mais je serais ravie d'en parler avec vous si vous voulez après. Il y a des territoires qui sont prêts à vous accueillir, qui sont prêts à faire des démarches de malades pour vous faire venir. Pas tous, mais certains sont vraiment très pro là-dessus et le font très bien. Allez taper à la porte de ces territoires, des communes, des communautés de communes, des départements. N'allez pas plus loin, après c'est trop large. Mais il y a vraiment des gens qui font ça bien, donc n'hésitez pas. Et puis si ce n'est pas le bon territoire, encore une fois, vous aurez appris quelque chose. Et après, j'arrête. Formez-vous. Changer de vie, changer de vie, ça veut souvent dire changer de vie professionnelle. Ça demande de nouvelles compétences. Ne lésinez pas là-dessus. Apprendre un nouveau métier, ça ne se fait pas par hasard en marchant. Donc, prenez le temps d'eux. Il y a des financements là aussi, pas toujours. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple de les trouver. Mais allez taper aux bonnes portes. Et puis, voilà, formez-vous avant de vous lancer dans le vide. Merci Amélie pour ce mode d'emploi hyper complet. C'est génial, je pense que tu as donné pas mal de billes à nos spectateurs. Mathieu, je voulais qu'on parle un peu des écolieux, des écovillages, qui sont ces communautés où il y a des initiatives, il y a vraiment des choses extrêmement riches qui s'inventent au quotidien. Donc toi, je l'ai dit, tu es à la tête de la coopérative Oasis qui justement met en relation des oasis les uns avec les autres. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, nous demander, je me demande ce qui s'invente en fait dans ces oasis-là et comment ça se passe la vie dans ces communautés, parce que quand on n'y est pas, on peut avoir pas mal d'a priori dessus. Donc, qu'est-ce qui s'y passe en fait, que font les gens, c'est quoi ces communautés? Merci. Okay. Donc, effectivement, je préside la coopérative Oasis, donc, qui est une structure qui accompagne ce qu'on appelle nous des oasis. D'ailleurs, Clément, invité à la ferme légère, ferme collective qui fait partie de ce réseau. En fait, nous, on emploie le terme d'oasis pour avoir un terme qui regroupe en fait des réalités déjà assez différentes. Le terme d'éco-village, on imagine bien ce que c'est, mais il y a des fermes collectives, il y a des communautés d'habitat participatif, il y a des ZAD, il y a des monastères. Voilà, il y a des formes de vie qui ont en gros en commun d'être collectives et écologiques. Et tout ce que je vais dire là, ce qui est intéressant, d'après nos études, c'est valable quels que soient ces modes de vie. Donc, en fait, dès qu'on vit de façon plus collective, tout ce que je vais dire va être valable. Effectivement, en fait, deux choses qui m'intéressent là, que j'ai envie de partager sur ce qui s'invente dans ces lieux, et c'est, je trouve, extrêmement important. Le premier, c'est que ces oasis qui, en gros, pour schématiser, c'est entre 5 et 10 familles qui achètent un patrimoine à la campagne pour vivre et travailler sur place, quoi. En propriété collective en général ou en bien commun. Voilà. Donc ça, c'est la moitié au moins des projets. Ce qu'il y a, donc l'enseignement qu'on voit après quelques années, on vient de sortir un observatoire avec différentes études sur les impacts de ces lieux. Et ce qui est très très fort, et ce qu'on voit, c'est que ces lieux finalement qui sont les seuls dans la société où on teste toutes les transitions en même temps. C'est pas juste la transition alimentaire ou transition démocratique ou sociale ou numérique. Dans un endroit, c'est des gens qui essayent de faire complètement autrement sur en général beaucoup de choses. C'est pas juste qu'ils mangent autrement, ils se déplacent autrement, ils mutualisent des bâtiments, ils prennent des décisions autrement, etc., etc. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces transitions, elles se font mieux ensemble que séparément, en gros. Aujourd'hui, ce qu'on montre par ces études, c'est que, je sais pas, pour donner un exemple, on montre que les gens dans ces lieux ont des bilans carbone beaucoup plus bas que des Français en moyenne. En gros, c'est la moitié du bilan carbone d'un Français moyen. On a fait une étude sur 30 lieux. Alors, c'est des gens pourtant qui ont un capital culturel en général assez élevé, du coup qui prennent quand même un peu trop l'avion, mais qui globalement ont quand même un bilan carbone beaucoup plus bas qu'un Français moyen. Ce qui est énorme, sachant que dans notre bilan carbone individuel, on a aussi les routes, les hôpitaux, etc. Et ça, évidemment, c'est pareil pour tout le monde. Donc, on voit impact, sobriété, écologie, etc. Mais ce qu'on montre en parallèle, et les deux sont liés, c'est qu'en même temps, les gens, ils sont plus heureux globalement. En tout cas, le lien social est renforcé. Il y a deux chiffres là qui étaient assez marquants. En gros, 90% des gens dans ces lieux ont confiance dans leurs voisins et dans la société, alors que c'est 30% en moyenne en France.
pas très réjouissant, mais c'est ça, c'est les chiffres d'études. On montre aussi que, je crois, 95% des gens dans ces lieux trouvent du sens à ce qu'ils font, alors que dans la société, c'est 50%. Ça, c'est des études qu'on a fait sur des milliers de gens. Voilà, c'est pas juste sur 3 personnes qu'on a interviewées. Donc, on montre que les gens, globalement, ils vivent mieux là-dedans et surtout, ils ont plus de liens sociaux. Et ça, c'est vraiment intéressant de casser ces silos, de dire que les transitions plus solidarité, VS, plus de sobriété, ça se contredit. En fait, on montre vraiment qu'au contraire, ça se complète. Et donc, dans ces lieux, ce qui s'invente, quelque part, c'est des laboratoires, ces lieux, des endroits où on teste finalement ce que c'est vraiment que la transition avec un grand T, avec finalement pas juste on va mettre un peu de bio ou je sais pas quoi, mais on fait tout ça en même temps. Et on voit que ça marche pas mal quand même. Voilà. Et le deuxième enseignement important de ce que vivent ces lieux, c'est qu'au-delà de ces questions entre guillemets presque techniques de transition, de mode de vie, de vivre bien, on invente quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle façon de vivre en société et de vivre ensemble. Je pense que là où ces lieux sont les plus forts aujourd'hui, moi j'ai dirigé Colibri, d'autres structures de la transition, donc j'ai vu plein de types de tailles. Cette taille-là, la taille de la communauté humaine, on va dire en gros entre 5 et 50 personnes, c'est une taille où on peut tester des choses à l'échelle de l'organisation démocratique et sociale qu'on n'arrive pas aujourd'hui à tester à l'échelle plus large. Donc on invente des nouveaux processus, des nouveaux outils de démocratie locale, une autre façon de gérer des relations, de gérer des conflits. Et on sort de ce qu'on appelle le blueprint thinking, la pensée photocopie. D'ailleurs, c'était une grosse critique de Elinor Ostrom sur la question des communs. Elle disait si on veut créer des communs, il faut sortir du blueprint thinking, de la pensée photocopie. C'est-à-dire qu'il faut inventer de nouvelles façons de faire pour gérer un commun. Contrairement à... il y a un grand débat sur les communs qu'on pourrait avoir, c'est un sujet, à mon avis, qui est lié, mais en tout cas, ces lieux, ils sont face à des situations humaines qui sont à chaque fois différentes et donc ils inventent. Et nous, ce qu'on voit avec la coopérative Oasis, c'est qu'on est un laboratoire de façon de gérer des relations, de gérer des conflits, etc. Ce qui est quand même le défi de ces lieux, c'est de vivre ensemble, qui fait qu'on invente des choses. C'est des laboratoires vraiment au sens premier, on invente vraiment des choses. Donc il y a à la fois cette question de faire se rencontrer les transitions, et à la fois, pour moi, qui est le levier principal si on veut que ça marche, c'est cette dimension humaine où on teste des choses qu'on ne teste pas ailleurs aujourd'hui. Et justement, Clément, toi, tu as vécu dans une ferme décroissante donc, qui faisait partie du réseau des Oasis, dans les Pyrénées. Tu y as passé 3-4 ans, non, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu y faisais en fait c'est quoi pour que les gens se figurent en fait qu'est-ce qui se passe au quotidien dans une ferme décroissante en fait qu'est-ce que tu fais, il y a combien de personnes qui y vivent, comment se partage l'espace, voilà, comment ça fonctionne? Alors nous on était du coup 10 personnes à vivre dans un bâtiment de 250 mètres carrés, tous dans la même maison, donc grande promiscuité. Qu'est-ce qu'on faisait? Alors ça dépendait un peu des uns des autres, mais donc il y avait différentes activités sur la ferme. Il y a eu pendant un temps du maraîchage, il y a eu une activité pain, il y a eu beaucoup d'éco-autoconstruction, puisqu'on a rénové une vieille ferme qui n'était pas en très bon état pour lui rajouter un étage et puis toute une isolation bioclimatique. Donc moi j'ai fait beaucoup de bâtiments quand j'étais à la ferme. Aussi un potager, environ 1000 m² pour du coup nourrir en légumes, je précise bien en légumes, la dizaine d'habitants plus les gens de passage. Et puis après aussi un petit peu d'élevage, surtout pour entretenir le terrain qui était assez grand, 11 hectares. Donc avec toute une diversité d'animaux. Donc voilà, donc les journées. Alors, moi je vais parler pour moi. Du coup j'avais un mode de vie. C'était intéressant ces discussions sur le décor parce que donc moi j'avais complètement changé de décor, mais j'avais encore la moitié de mon temps qui était pris par une activité plutôt urbaine, qui était en gros d'être auteur. Donc voilà, la photo, l'écriture. J'avais fait un podcast aussi sur l'installation à la ferme, comment ça se passe, est-ce que c'est la misère sentimentale, est-ce que je m'ennuie, est-ce que le manque de théâtre se ressent ou pas. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que ça fait de changer de mode de vie? Oui, il y a une question. Bien sûr. Ah oui. Il y a une série de questions. Oui, il y aura des questions voilà, d'ici 20 minutes à peu près. Bah, notez-la. Mais vous pouvez poser votre question si vous en avez une maintenant, hein, pas de souci. En fait, c'est simplement, moi j'ai fait cette transition, donc j'ai vu que j'étais, à une question j'étais assise. Est-ce que tout le monde entend? Peut-être prendre le micro.
Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, donc je m'appelle Anne Ferrier, j'ai travaillé pendant 12 ans au port de Marseille-Fos. J'ai été infiltrée, comme disait une personne dans une autre conférence. Je suis partie parce que ça avançait pas comme je voulais. Aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis consultante et j'accompagne justement les transitions. Et je vis en milieu rural, j'ai un écolieu, je fais partie du réseau Oasis, etc. Et l'écolieu du Merle Enchanteur au sud de Toulouse. Et depuis tout à l'heure, je trépigne parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment envie de dire, c'est que première chose, et là je partirai aussi sur du méta, on est tous des humains en fait, on est tous des humains pareils, et en fait il n'y a pas de métier urbain, il y a des humains à la campagne qui mangent, qui sortent, qui aiment la culture. Moi je vis en Comminges, qui est un petit territoire rural slow, on n'est pas sur les Pyrénées montagneuses monumentales, mais voilà. Et je pourrais faire des trucs tous les week-ends, 3 fois, je ne sais pas quoi choisir. Enfin, on est des humains partout. Quand j'entendais France Inter parler après le confinement du télétravail, et c'était comment on fait le même job en prenant son ordi et en allant ailleurs. Je disais, mais non, mais... ton job, c'est un job, tu es un humain, on a les mêmes besoins en fait. Donc ce trou noir, à la fois je l'entends, je vois bien qu'il est dans les têtes de plein de gens, mais il n'existe pas. Et puis aussi, ce que j'avais envie de dire, c'est que les tiers-lieux, les écolieux, nous, souvent on m'appelle, on me contacte, Anne, est-ce qu'on peut venir voir comment c'est la vie dans un écolieu? Je dis non, mais tu verras chez nous en fait. C'est un autre écolieu, c'est comment nous on le vit. On est une famille, on n'est pas un collectif d'habitat, mais on interagit avec le territoire, on interagit avec plein de gens qui viennent chez nous, on fait ensemble à notre manière d'humain. Et moi, ce qui m'importe, c'est vraiment l'humain dans le collectif. Et moi, ce que je fais, c'est que vraiment, j'accompagne les personnes à redescendre en elles. C'est pour ça que j'ai appelé mon mouvement le mouvement Inspire the Change, parce que c'est vraiment comment on descend à l'intérieur pour mieux se connaître, pour revenir sur notre soleil, parce qu'on a chacun une place en fait, on a chacun une pièce du puzzle, et c'est comment tous ensemble on fait. Merci pour ce commentaire. Donc, je voulais juste vraiment rebondir sur ça, oui, on a des freins, mais vraiment l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Attention à pourquoi vous voulez partir. On ne doit pas fuir. On doit partir pour la joie. Il y a une autre conférence où je voulais aller parce que je suis tellement en phase avec Nance et Mout et leur magazine Vivant. C'est la joie qui fait qu'on dure et c'est la joie qui fait qu'on fait des choix. On doit y aller pour et pas contre. Attention à pourquoi vous voulez partir, c'est hyper important. Merci beaucoup. Pour ce témoignage et pas cette question, mais les prochains, c'est uniquement des questions, sinon on ne va pas pouvoir finir cette discussion. Alors Clément, pour rebondir peut-être là-dessus, est-ce qu'il y avait de la joie dans cette ferme et est-ce qu'il y avait aussi d'autres activités? Oui, parfois ça en manquait, je trouve, de joie. Ouais, c'est ce que tu racontes dans ton livre De la neige pour Suzanne. J'ai essayé d'être le plus honnête possible et pas de faire de la promotion d'Oasis, n'en déplaise à Mathieu. Mais non, mais c'est vrai que là, du coup, on change de sujet sur le quotidien. Bon, voilà, vous aurez compris que j'avais un peu 2 activités, dont une était liée à un territoire lointain, qui était mon activité plutôt artistique. Je reviens sur la question de la joie. C'est vrai qu'il y a des fois où, en fait, il y a des gens qui se rassemblent autour d'un projet parce qu'ils ont des valeurs très proches. D'écologie, j'en passe. Mais du coup, ils ne se posent pas forcément la question des atomes crochus qu'ils peuvent avoir entre eux. Et en fait, moi, il y a des fois, alors les habitants, ils ont pas mal changé à la ferme, mais je me suis retrouvé des fois où j'avais l'impression d'être avec des collègues, et à un moment, c'est un peu dommage de changer de vie, de faire tout ça un peu pour la joie, pour retrouver du sens, pour finalement être plus heureux. Hein. Et tu te retrouves avec des gens où très bien, il y a une forte compatibilité, je dirais intellectuelle, au niveau des valeurs et tout ça, mais en fait, est-ce que c'est mes amis, est-ce que je sens que c'est ma famille ou quoi? Pas forcément, quoi. Et donc ça, c'est aussi parfois une perte de sens, parce que tu dis, en fait, je passe énormément de temps avec des gens pour qui j'ai pas forcément une grande amitié ou quoi. Et est-ce que c'est pas un peu dommage, en fait, voilà. Toi, tu as eu la particularité aussi de partir tout seul. Pour revenir, peut-être, tu parlais du travail manuel, de tout ce que tu as appris. Quel est le bilan au bout de 3-4 ans? Est-ce que tu es quand même content d'avoir acquis tous ces savoir-faire qui n'étaient pas forcément ce à quoi tu pouvais prétendre après Sciences Po, par exemple?
Oui, alors moi j'ai trouvé ça hyper épanouissant en fait de retrouver de l'autonomie, parce que la vie que j'ai quittée ou dont je venais, elle était faite d'énormément de dépendance, c'est-à-dire que je dépendais de gens que je ne connaissais pas pour m'alimenter, pour habiter, pour me chauffer, pour tout un tas de trucs en fait. Je faisais presque rien moi-même et du coup là, à la ferme, produire sa nourriture, c'est quelque chose d'assez époustouflant en termes d'épanouissement. Voilà, construire sa maison, enfin, c'est des choses qui nourrissent énormément. Et là, il y a quelque chose, en fait, il faut abandonner cette espèce de référentiel urbain dont tu parlais tout à l'heure, Amélie. Et en fait, il y a des nouveaux plaisirs, des nouvelles joies qui apparaissent dans cette vie-là où on retrouve de l'autonomie, qui vont pas se traduire par on gagne plus d'argent ou on fait plus d'activités ou quoi. On gagne plutôt d'ailleurs moins d'argent en général quand on fait ce genre de choix. Mais il y a tout un tas de bonheur un peu qui était invisible quand on regarde la réalité avec un prisme urbain. Et du coup, voilà, celui de retrouver l'autonomie, c'est une joie incroyable. Alors, ça m'a aussi fait réfléchir au fait que moi, je pensais trouver plus de temps à la campagne. Je me suis dit, bah, ça va être super, je vais balancer 3 graines dans le jardin, puis ensuite, moi, je vais pouvoir lire tous les livres du monde, parce que de toute façon, j'aurai rien d'autre à faire. Et en fait, l'autonomie, ça demande énormément de travail. Hein. À partir du moment où vous remplacez du pétrole par du travail humain, c'est du taf, quoi. Un potager, même 1000 mètres carrés, hein, donc c'est déjà pas mal. Hein, je sais pas pour ceux qui en font. C'est énormément de. Enfin, moi, le soir, je suis dans mon lit, je réfléchissais à ce qu'il fallait que je fasse le lendemain, je sais pas, aux plantes qui étaient en train de se faire bouffer par les limaces. Enfin, c'est quand même beaucoup de charge mentale aussi. Hein. Donc, faut pas idéaliser sur ce plan-là. Mais voilà, c'est plus éprouvant, si je peux résumer. Pareil, ma copine qui élève des cochons dans le Gers, là, elle a une vie qui est vachement plus éprouvante, mais qui est aussi vachement plus épanouissante, quoi. Donc voilà, c'est pas un choix de flemmard, mais c'est un choix de gens qui veulent être épanouis. Merci. C'est vraiment ce qui est appréciable, justement, c'est ta liberté de ton aussi de traduire ces difficultés. Amélie, toi, est-ce que dans les témoignages avec Les Béton, tu as eu des gens, justement, qui se livraient sur leurs difficultés? Et si oui, quelles étaient ces difficultés? Parce que, justement, je crois qu'un des buts du podcast, c'est aussi de ne pas avoir une vision complètement idéaliste du départ et de se dire, bah, ok, je le fais en conscience, il va y avoir des avantages et il va y avoir aussi des inconvénients, comme toute situation, en fait. Et aussi, voilà, quelles sont un petit peu les attentes qui n'ont pas été remplies finalement de tous ces gens qui ont changé de vie et qui ont pu rencontrer des difficultés? Alors, je ne veux pas avoir l'air angélique, je ne sais pas du tout l'idée, hein, vraiment, mais je pose la question à peu près dans ces termes aux personnes que j'interviewe. Elles prennent un temps de réflexion et elles disent, quand je leur demande parfois et souvent... en gros, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous regrettez, etc. En général, elles répondent, rien, quoi, rien. Alors, évidemment, on peut parler pendant 4 heures du désert médical dans la plupart des régions, enfin, c'est pas forcément mis en ville. On peut parler des transports, des transports individuels et de la nécessité d'avoir une voiture, voire 2, quand on est un couple en famille qui va parfois souvent à l'encontre de ses convictions. Donc, on n'a pas tout résolu, évidemment. Mais n'empêche que, et moi, c'est ce que je retiens de tous les témoignages que j'entends, c'est que en fait, le changement appelle le changement. C'est quand même la grande leçon que moi je retiens. C'est-à-dire que, et là je suis entourée par, je suis ravie d'être à cette table passionnante en fait. Tu parlais de sobriété extrême, etc. Enfin, moi j'en suis loin. Moi je suis un petit poussin quoi par rapport à ça. N'empêche que, grande leçon, et vous serez content d'être venu rien que pour entendre ça, il se trouve que quand on s'éloigne des lieux de surconsommation, on consomme moins, figurez-vous. Mais oui, donc ça commence peut-être comme ça, en fait. Et pour les gens comme moi qui, en toute humilité, avaient un début de conscience, de compréhension écologique avant de partir, voilà. Parce que intellectuellement, je suis pas bête, quoi. Oui, je comprends qu'il y a un problème, d'accord. Okay, on me le dit, on me le répète, je comprends qu'il y a un souci. Mais entre l'entendre, donc peut-être commencer à le comprendre, et le voir, le sentir, le vivre. Alors, moi, je ne vis pas de l'agriculture, mais je suis entourée de gens qui en vivent. Et puis, il suffit d'ouvrir les yeux quand vous voyez le champ de tournesol à côté, mais qui a littéralement brûlé.
c'est-à-dire à cause de la sécheresse. Voilà, quand vous le ressentez avec vos sens, c'est autre chose. En fait, d'être juste au contact de la nature, ça peut être une énorme platitude, ce que je dis là, mais la plupart des gens que j'interviewe vous le disent. Juste être au contact quotidien de la nature, la voir, la sentir, l'entendre parfois, la toucher, et ben ça rend très humble déjà. Et puis ça ouvre les écoutilles, quoi. Voilà. Donc rien que ça. Donc ouais, tout ça pour dire que on peut y aller pas à pas. C'est d'ailleurs, je pense aussi un conseil qu'on peut donner, c'est-à-dire que ce changement de vie au pluriel qui peut être extrêmement déstabilisant parce qu'il implique une perte de repères qui n'est pas donnée à tout le monde. On n'en a pas parlé, mais on n'a pas tous le même capital culturel pour absorber un changement dans sa vie, voire pour le déclencher. On ne naît pas tous avec ce capital-là, c'est comme ça. Alors ça se nourrit, ça se travaille. C'est pour ça qu'il y a des gens qui accompagnent tout ça aussi. Mais donc tout ça fait que peut-être que la leçon, c'est on peut y aller pas à pas, on peut se cheminer vers. Je crois qu'il y a une autre table ronde sur est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on n'a pas le temps. Donc je leur laisse répondre à ça. Peut-être que l'urgence fait qu'on n'a pas le temps, mais n'empêche que vu d'où l'on part, pour certains, c'est bon de le savoir, quoi. Voilà. Parfois, il suffit juste de changer, là pour le coup, de cadre de vie, pour commencer à prendre conscience de choses et pouvoir commencer à agir de manière un peu plus positive. Voilà. Un des risques aussi qu'on pourrait mettre en avant, c'est éventuellement un risque de repli. Alors là, c'est beaucoup autour des théories, par exemple, du survivalisme face à un effondrement potentiel. On a vu des gens un peu essayer de se retirer du monde, de se mettre en marge finalement de celui-ci. Alors Mathieu, au niveau des oasis, c'est pas du tout la démarche. Il y a une démarche qui est plutôt dans l'ouverture. Comment est-ce que ça se passe en fait dans les écolieux et comment justement on reste connecté au reste de la société, on fait partie de cette société, comment on participe à cette société même si on a justement l'envie d'être plus autonome, comment on peut réconcilier les deux dimensions? Merci. Je fais une parenthèse avant pour dire que la différence entre ces modes de vie et les modes de vie, c'est pas il y en a un qui est bien, il y en a qui est mal. Ce qui a un peu été dit, et moi c'est ce que j'ai vécu. Moi en fait, le déclic pour moi, ça a été que j'ai vécu à Auroville en Inde, qui est un très gros éco-village où il habite beaucoup de gens et où il y a une production culturelle gigantesque. Et moi j'ai vu des familles qui montaient des pièces de théâtre ensemble et qui faisaient des pièces de théâtre. La différence principale entre le mode de vie en écolieu et ailleurs, c'est, alors sans encore une fois être dans un truc un peu clivant, mais c'est de passer d'une attitude de consommation à une attitude de production. Le terme d'autonomie de ce point de vue-là, il est intéressant, c'est qu'on produit, et on ne produit pas que des légumes. On produit de la démocratie, on produit de la culture, peut-être pas au même niveau que des artistes très compétents, mais en tout cas on est dans cette logique-là. Et on verra que ça a un lien quand même avec la question. En fait, en France, on est quand même des grands traumatisés de la vie en communauté, il faut le savoir. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. C'est-à-dire même le terme communauté en France, il est très négatif, alors que community en anglais, c'est très positif, quoi. On a été marqué par un imaginaire très jacobin, et on est tous façonnés par ça. Où aujourd'hui, on pense les choses soit de l'individu, individualisme, propriété privée, etc., soit à l'échelle de l'État et de la nation. Alors franchement, il y a un désert de la pensée en France sur les intermédiaires. Je le dis assez fortement, mais on est fasciné par façonné par ça. Et moi, je le vois. Ça a été même mis en avant par quelqu'un qui s'appelle Édouard Glissant. Peut-être vous connaissez donc, le concept d'archipélisation. Donc c'était un penseur martiniquais qui a montré différence en termes de mode de pensée entre la pensée continentale, qui est la nôtre, et la pensée archipélique, et celle des archipels. On a eu dans l'élection présidentielle, Mélenchon a parlé un peu de la créolisation. C'est un terme qui a été ressorti à des moments donnés. Je me dis, pensée archipélique qui débarque, et puis hop, ça a été balayé après, parce que quand même, on est en France, et le jacobinisme, il est quand même bien plus présent. En tout cas, on a quand même peur de ces modes de vie. Voilà, déjà pour dire que quand on arrive quelque part, on est face aussi à beaucoup de clichés. C'est-à-dire cette vie en communauté, elle est pas simple. Après, donc très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on crée un lieu comme ça, moi aussi, donc j'ai créé un lieu où j'habite, là où on sera 28 familles à habiter, donc un lieu assez gros, qui est très différent en termes de forme de la ferme légère ou d'autres écolieux. C'est un peu comme quand vous êtes parent, tout d'un coup. C'est-à-dire vous êtes à deux, vous avez plein de temps, et tout d'un coup, vous avez un enfant qui vient de naître. Ceux qui ont eu des enfants, vous savez que les premières semaines, vous n'allez pas trop en boîte de nuit le soir, quoi. Vous occupez beaucoup de votre enfant. Parce que votre mode de vie, justement, il change. Et vivre en écolieu, c'est un peu pareil. Sauf qu'un peu comme un parent, une fois que les enfants ils grandissent, du coup, ça recrée du lien social. On va à l'association des parents d'élèves de l'école, on les emmène au club de sport, donc on rencontre des nouvelles personnes. Voilà, on s'ouvre à des nouveaux types d'activités parce qu'on a justement une famille un peu élargie. C'est pareil pour un écolieu.
Donc il y a un peu ces deux phases, qui est une phase, nous ce qu'on observe pas mal, c'est que les lieux, les premières années, ils ont quand même du mal par rapport à leur intention très forte au départ d'être ouverts sur le territoire, de contribuer, ils sont très pris quand même par leurs histoires internes. Et ça, nous, sur à peu près 400 lieux qu'on a accompagnés, on voit que la durée elle est variable, mais c'est entre 3 et 10 ans, quoi. Voilà. Ouais, qui travaille à la coopérative. En tout cas, il y a un travail nécessaire de réussir cette mayonnaise interne qui n'est pas simple, et de toute façon qui ne restera jamais simple, il faut le savoir, c'est toujours compliqué. Mais c'est nécessaire. Donc les gens qui disent « ouais, vous venez de vous installer, vous ne passez pas assez de temps dans les instances locales », oui, c'est pas facile. Par contre, ce que nous on observe, et moi j'ai un exemple là où j'habite, c'est quand même un lieu qui a maintenant 20 ans, il y a un écolieu à côté qui a 20 ans, c'est qu'à l'inverse, au-delà de 5 ou 7 ans, c'est des lieux qui contribuent énormément. Et même, je peux le dire, au bout de 10 ans, toutes les communes que je connais où il y a des lieux qui ont survécu plus de 10 ans et qui ont grandi, les territoires entiers ont changé. Nous, dans notre petit village du fin fond de la Beauce, qui vraiment n'est pas a priori là où on espère trouver beaucoup d'alternatives. Après 20 ans, il y a une école Montessori, il y a une épicerie associative, un café associatif, une épicerie bio, il y a des maraîchers bio qui sont installés. Il y a une maison senior en train de créer une maison senior pour 24 personnes âgées sous forme de coopérative. Voilà, je peux en prendre plein des exemples. Donc si vous voulez, il y a cette démarche de monde archipel qui fait qu'un projet, au début c'est un petit projet, mais qui après va en créer d'autres. Et donc, il y a en fait cette question du repli sur soi, elle est complètement... en tout cas, ce n'est pas ce qu'on observe nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas, évidemment, où ça arrive, mais c'est souvent plutôt un temps d'intégration, un peu comme une relation où il faut créer de la confiance, comme c'est quand même beaucoup des néos. Quand même, il faut savoir que quand même, les écolieux, c'est quand même en proportion beaucoup de néo-ruraux, en tout cas de gens qui ont déménagé pour habiter dans un écolieu. Il y a un peu une confrontation. Guillaume Faburel, il parle du choc des écologies, parce que c'est des visions aussi de l'écologie qui se malaxent. Mais la bonne nouvelle, et ça c'est vraiment un truc que nous observons, parce qu'on a quand même des lieux maintenant qui ont 15 ans, 20 ans dans le réseau, c'est que ça marche. C'est un peu le défi, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un truc où ça ne marche pas sur le long terme? Alors évidemment, on a beaucoup de lieux récents dans le réseau, donc ils n'en sont pas encore là, mais on voit que ça marche. Donc en fait, si vous voulez, la base du lien social, c'est la relation humaine. Et c'est un truc qu'on a un peu oublié quand même. Mais une relation sociale et politique qui ne doit pas sur la relation directe, c'est un peu la République telle qu'on la conçoit, avec juste des grandes incantations. S'il n'y a pas du lien humain entre des gens très différents, ça ne survit pas très longtemps. Et pour créer de la relation, il faut créer de la confiance. Et la confiance, ça prend du temps. Et donc c'est là où justement l'échelle de la communauté, par exemple du village, la communauté où on a des relations directes et pas des relations juste théoriques ou par médias interposés, c'est quand même le support, je pense, d'un lien social renouvelé. Et moi, ça que je crois beaucoup à des petites échelles, et je crois de moins en moins à des transitions qui viendraient des grandes échelles. Après, une logique d'archipel qui permet d'agrandir. Mais ouais. Il y a une main qui se lève, je ne sais pas si... Ah, oui. Je sais pas si ça marche. Bonjour. Moi, je viens de Dordogne et je serais très intéressée à mieux comprendre comment se constitue un oasis. Parce que je connais plein de gens en fait qui viennent chez nous, puisqu'on a un territoire en fait qui attire. Souvent, voilà ce que vous disiez, le coup de cœur. Dordogne, c'est très joli, ouais. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui repartent aussi. Oui. Parce que du coup, l'intégration est très compliquée. Donc, je suis d'accord, il ne faut surtout pas angéliser ce que ça veut dire en fait s'installer en ruralité. Même le terme que vous utilisez, je serais intéressée à ce que vous puissiez définir ce que c'est la ruralité, parce qu'il y a plusieurs ruralités. Par contre, un oasis, comment les familles en fait se rencontrent, comment elles sont sélectionnées, pourquoi elles décident de se mettre à un certain endroit. Je sais que ça intéresserait plein de gens par chez nous qui justement sont des néo-ruraux, qui se cherchent mais qui ne se trouvent pas ensemble. C'est ça qui est étonnant. Oui. Alors, comme beaucoup de questions sur lesquelles on parle d'écolieux, moi je ne vais surtout pas répondre sur une réponse unique parce que ça dépend. C'est là où le blueprint thinking, en fait, chaque lieu fait différemment. Il y a des lieux super à aller voir près de chez vous. Je pense à l'éco-hameau de la Servantie, je ne sais pas si vous connaissez, en Dordogne. Il y a l'écolieu de Cablan, là, qui est plus petit, qui est plutôt un lieu touristique. Voilà, il y a des lieux en Dordogne qui sont très chouettes et qui ont réussi. En fait, effectivement, c'est souvent une alchimie et il n'y a pas une bonne règle. Je pense que la Ferme Légère, c'est encore une histoire très différente. Nous, l'éco-hameau du Plessis, encore différente. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de collectifs qui ne se créent pas entièrement avant même de commencer. Donc à un moment, il faut savoir comment savoir trouver tout le monde. Donc parfois, c'est 4, 5, 8, 10 personnes qui sont rencontrées par un biais associatif ou parce qu'ils sont amis
ou par... voilà, il y a des collectifs qui sont créés pendant le Covid, des gens qui faisaient des visios pendant le Covid et qui se sont dit « Ah, mais si on faisait un écolieu ensemble ?» Je sais pas, je pense à côté de Rennes, là, il y a l'Oasis du Ille-et-Vilaine. C'est des gens qui animaient le bal pirate à Rennes, donc des gens qui faisaient des balles pirates dans la ville de Rennes, et qui se sont dit pendant le Covid, on ne peut plus le faire. Et donc, du coup, ils ont acheté pendant le Covid un lieu assez loin de la Rennes pour continuer à le faire. Voilà. Donc, il y a des histoires, tout ça sont singulières. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une bonne recette. Et c'est vrai que les personnes, en fait, ce qui est compliqué pour nous, c'est des gens qui viennent nous voir tout seuls, ils disent « je veux créer un écolieu ». Et ils sont tout seuls. Et c'est vrai que trouver un lieu, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de trouver un collectif aujourd'hui. Et c'est là où... Est-ce qu'il y a des ressources nous, on fournit des ressources pour ça. Il y a des rencontres. Le mieux, si vous êtes intéressé par ça, c'est d'aller dans des rencontres comme celles qu'on fait nous. Il y a des histoires qui seraient comme ça. Nous, il y a plein de gens que je connais. C'est en venant à des rencontres inter-écolieux. Ils ont rencontré, je sais pas, Ferme Légère. Ce qui est rigolo, c'est que je connais bien Sylvie, je vais peut-être connaître, qui est maintenant là-bas, qui est une personne qui était à Strasbourg, à Eurois, dans un écolieu qui ne s'est pas fait, et puis qui de là-bas est allée habiter pendant quelques temps à l'éco-village de Sainte-Camelle en Ariège. Et je sais pas comment elle a connu la Ferme Légère, alors qu'elle n'a rien à voir avec l'éco-village de Sainte-Camelle, en termes de taille, de tout. Finalement, elle se retrouve là-bas, ça lui convient bien. Donc c'est beaucoup des gens en fait qui vont rencontrer des lieux existants et qui sont inspirés, rencontrent d'autres gens. Après, on veut toujours créer un nouveau lieu. Il y a aussi des lieux qui existent et qui cherchent des personnes. On n'est pas tous faits pour créer des lieux non plus. Voilà. Et c'est un peu ce mythe de « je vais créer le lieu parfait qui me ressemble ». Encore une fois, on tombe dans le monde doit coller à ce que je veux et pas le contraire. Donc il y a plein d'écolieux qui cherchent du monde. Donc je n'ai pas une réponse très précise, mais je pense que c'est des phénomènes de réseau. Donc il faut se mettre dans des réseaux, et puis un jour, il y a l'alchimie qui prend. Voilà. Il ne faut pas hésiter à se lancer, même si on est peu des fois. Ce n'est pas grave de faire un lieu à 3 ou 4 pour commencer, ce n'est pas gênant. Alors, on a parlé de la politisation et des nouvelles formes de démocratie qui s'inventaient dans les écolieux. Toi, Clément, la question politique, justement, elle t'a beaucoup travaillé quand tu étais à la ferme. C'est éventuellement quelque chose qui a pu te manquer. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est voilà, pourquoi tu en es parti et qu'est-ce que tu cherches à présent, maintenant que tu as décidé de renouer avec voilà, des formes peut-être un tout petit peu plus traditionnelles de militantisme, par exemple en faisant de la désobéissance civile, des choses comme ça. Comment tu vois les choses ? Alors moi, donc pourquoi je suis parti de la ferme, il y a des raisons perso, notamment l'amour, où la personne que j'ai rencontrée ne se voyait pas trop s'installer à la Ferme Légère, donc du coup, voilà, mais je referme la parenthèse. Ce que j'ai identifié moi comme des limites de cette ferme-là, c'est qu'elle était en fait assez tournée sur elle-même. Donc l'autonomie, ça prend énormément de temps, je l'ai déjà dit. Donc du coup, en fait, on était tout le temps occupé à s'occuper de notre ferme et avec relativement peu de liens avec le territoire qui nous environnait. Et du coup, moi, c'est un truc, ça a un peu manqué parce que ça crée un espèce de huis clos à un moment où on est toujours un peu entre nous, dans des relations, il y a quand même beaucoup de travail, etc., la joie qui parfois manque un petit peu. Et en fait, je pense que ça manquait de biodiversité sociale aussi. C'est-à-dire qu'on recevait beaucoup de gens pour des stages, pour du roofing, pour beaucoup de visiteurs, d'amis, etc. Mais c'était globalement des gens qui avaient une grande proximité idéologique, mais pas géographique. Voilà. Et en fait, les gens qui étaient autour de chez nous, il y avait relativement peu de liens. Et ça, je pense que c'était vraiment une limite. Nous, on était aussi un écolieu très collapso. Il y a plein de médias qui sont venus à la maison. Cet écolieu qui se prépare à l'effondrement, machin. C'était vraiment notre étiquette, quoi. Et en fait, quand on réfléchit 5 minutes, si l'effondrement devient très palpable à l'endroit où est installé l'écolieu en question, clairement, on n'est pas en mesure, dans une ferme, de se nourrir tout seul. On ne produit pas les céréales, les oléagineux, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire, les panneaux solaires, on dépend de l'industrie, etc. Enfin voilà. En gros, ce truc de se dire on va être complètement autonome, pour moi, c'est une vue de l'esprit. Et en plus, c'est super triste parce que ça veut dire qu'on a besoin de personne. Et avoir besoin de personne, enfin, c'est ouais, je suis dans ma grotte, j'ai besoin de personne. Enfin, moi, je trouve ça tristouille, quoi. Donc vraiment, voilà. Comment est-ce que finalement, moi là, je suis du coup sur un autre projet où le but c'est de chercher plutôt un village qu'une ferme.
avec l'idée de s'intégrer à la vie d'un village. Et pour moi, c'est une échelle qui est beaucoup plus intelligente et qui, d'ailleurs, historiquement, le village, c'était l'endroit où on pouvait avoir une certaine diversité de relations sociales. Il y a aussi plein de problèmes au niveau du village, l'esprit clocher, etc. Mais où on pouvait produire ce qu'on consommait. Enfin, voilà, avant les énergies fossiles, c'est quand même une échelle qui a duré assez longtemps dans l'histoire. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de trouver un village et de voir comment est-ce que nous, on peut s'intégrer à la vie du village. Donc d'abord, trouver le village avant de définir notre projet. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de lieux qui définissent un projet idéal sur le papier et ensuite qui cherchent l'endroit où ils vont pouvoir le poser, mais un peu hors sol du coup. Là, l'idée, c'est plus de comprendre comment marche l'endroit où on va s'installer et de voir comment nous, on peut se rendre utile là-dedans. Je ne sais pas si il n'y a pas de boulangers qui font du pain au levain, moi je suis partant. S'il y a déjà des agriculteurs qui ont besoin de coups de main, moi je suis partant pour aller les aider. Je fais une formation d'ouvrier agricole. Voilà, mais c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on va être complémentaires, quoi. Et je pense que pour revenir à la notion du repli qui, moi, me paraît très importante, il faut faire attention, en fait. Il y a une tentation chez nous, là, les alternatifs, voilà, très écolos, qui sont globalement fâchés avec le reste de la société, les gens qui consomment. Enfin, voilà, on a quand même des. Parfois, c'est difficile, quoi, quand on est à des repas de famille ou des trucs, on se sent un peu marginaux, etc. Et donc, il y a une volonté réelle de se dire, je vais couper avec ce monde-là et allez, moi je vous emmerde, je vais refaire le monde dans mon coin. Et en fait, ça, c'est d'une part, c'est illusoire, mais c'est aussi un peu dangereux, quoi. Il faut qu'on reste politisé, parce que une fois qu'on a fait donc ce changement de vie, qui est quand même une démarche pour moi assez individualiste, de je balaye devant la porte et je recherche la paix intérieure en ayant un mode de vie qui soit plus aligné avec mes convictions. Une fois qu'on en est là, qu'on l'a fait, qu'on se sent mieux. Et ben en fait, il y a un autre problème qui se présente, c'est qu'on est à un état de conscience qui est vachement plus avancé et qu'on voit qu'en fait, le monde continue à aller dans un sens qui nous va pas, à aller vers un effondrement écologique qui nous met tous en danger. 2 degrés, c'est 1 milliard de personnes sur la route parce qu'il y a des parties du monde qui sont devenues inhabitables. Donc quand on sait ça, en fait, on peut pas juste se dire, moi je suis dans ma ferme, ça va, j'ai fait mon taf, petit colibri, j'ai essayé d'éteindre l'incendie, mais bon, malheureusement, j'y arriverai pas. Je pense qu'il faut continuer en fait à être politisé, quoi. Alors à la ferme, ce qui était chouette, c'est qu'on recevait des gens et du coup, ça participait à inspirer plein de gens qui venaient nous voir, qui prenaient des idées, tout ça. Donc là, il y avait un rôle politique pour moi. Le fait d'écrire un bouquin aussi sur la ferme, ça, c'est quelque chose de politique parce qu'on participe à une diffusion d'idées, on invente un autre récit, etc. Mais il faut aussi, malgré tout, en fait, trouver des moyens de rester dans le champ du politique et de continuer à s'engager. Et donc moi, quand j'ai quitté la ferme et que je me suis installé en ville, comme tu le disais, Juliette, j'ai du coup été vers une autre forme d'engagement qui est du militantisme plutôt désobéissance civile et tout ça. Donc là, je suis encore en train d'expérimenter là-dedans. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à être entendu par les gens qui nous gouvernent et aujourd'hui le pouvoir. Comment est-ce que nous, on peut peut-être un jour aussi accéder peut-être à des fonctions de pouvoir, même si on n'est pas trop attirés, nous, les alternatives, par le pouvoir, parce qu'on est un peu contre, parce qu'on est un peu anarchiste, tout ça. Mais en fait, si on veut vraiment changer les choses, est-ce qu'il ne faut pas à un moment devenir maire et essayer de passer des arrêtés écolos sur nos communes Voilà, c'est le début d'une réflexion en fait où peut-être que la désobéissance civile, je trouverais aussi des limites, mais voilà, en fait, la question qu'est-ce qu'on fait, elle est pas résolue au moment où on a changé de vie, quoi. C'est juste une étape et ensuite la réflexion continue et il faut on est en perpétuelle évolution par rapport à ça. Enfin, en tout cas pour moi. Ouais, j'ai juste un truc à dire et ensuite je vous donne la parole. Merci parce que c'est justement l'idée que le changement de vie c'est quelque chose qui n'a pas de frontières. Enfin, c'est pas un jour blanc, un jour noir. En fait, on est sur effectivement plutôt des processus et puis aussi des étapes. Le fait qu'on puisse revenir en ville, repartir, s'installer ailleurs, changer d'écolieu. Enfin voilà, c'est aussi, je trouve, quelque chose qui est assez inspirant et qui évite justement une forme de repli sur soi qui peut être assez dommageable finalement. Maintenant, je pense que vous avez plein de questions toutes et tous après cette discussion. Peut-être que vous avez un petit peu plus envie de vous installer dans un écolieu ou pas du tout, au contraire, et que vous vous dites qu'on peut changer de vie tout en restant en ville. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole ? Alors, pour une question courte cette fois. Oui.
Oui, c'était juste, j'avais envie de vous réentendre tous trois, voire quatre, sur la relation humaine, parce que je reviens sur la phrase que j'ai dit, qu'on est tous des humains partout, à la ville, à la campagne, on reste des humains, et relationner ensemble, en fait, si on ne sait pas relationner ensemble à la ville, on ne saura pas relationner ensemble à la campagne. Si on n'a pas fait de travail intérieur à la ville, eh ben, il se présentera à la campagne en changeant le cadre, et donc j'aurais vraiment aimé vous entendre là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé de Ramin, parce qu'il en a beaucoup parlé récemment, Ramin Farangi, qui est l'école village de Bourg, sur ces relations humaines au sein de ces laboratoires qui sont encore plus de la relation humaine peut-être qu'en ville où chacun rentre chez soi le soir, mais voilà, j'aurais aimé vous entendre sur ça. Merci beaucoup. Et on va juste prendre une deuxième question. Oui. Moi, j'avais un premier constat, c'était, je remarque qu'il y a une assistance particulièrement féminine. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous inspirait. Et deuxièmement, Mathieu nous parle d'un mouvement intérieur. C'est Pablo Servigne, le pape, Amitav Ghosh. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces mouvements intérieurs. Donc, moi, je trouve ça très touchant. Je voulais savoir, Amélie et Clément, est-ce que vous avez eu un mouvement intérieur? Est-ce que vous pouvez bien nous en parler? Oui, mais on va en prendre deux parce que sinon on va plus s'en souvenir après. Qui souhaite répondre à la première, rapidement? Moi, je peux dire quelque chose. D'ailleurs, en fait, j'ai envie de débattre avec Clément, parce que je pense qu'on est d'accord, mais on a dit des choses qui sont opposées en apparence. C'est-à-dire que l'opposition entre l'action politique et l'action de créer un écolieu, on voit en réalité qu'en fait, ça n'existe pas. Les gens dans les écolieux sont ultra politisés, je tiens à le dire. Il y a même beaucoup de gilets jaunes dans les écolieux, etc. Mais il y a effectivement ce travail en intérieur de l'écolieu qui prend du temps sur les relations. Moi, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, si on veut créer une société... En fait, quand on parle de collapsologie, on parle d'effondrement. En fait, l'effondrement, ça n'existe pas. L'effondrement, c'est l'effondrement des institutions. Donc aujourd'hui, ce qui a besoin, moi j'en suis convaincu, et c'est là où j'ai une pensée un peu anarchiste, justement, c'est et aussi la question des communs, c'est de se réapproprier finalement notre propre résilience à des échelles beaucoup plus petites que celles d'un pays. Moi, je crois qu'il n'y a pas de solution générale qui vont être appliquée partout, qu'on soit en Bretagne, en Alsace ou quoi que ce soit. Il y aura des territoires, des quartiers en ville ou des villages, mais qui arriveront à trouver des solutions. Et ces solutions locales, elles se construisent dans la confrontation humaine, dans la rencontre entre des êtres humains. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup appris, je veux dire un truc que j'ai beaucoup appris dans les écolieux, c'est que souvent, on est une société qui a peur du conflit. On n'aime pas le conflit. Et dans une société, on serait tous pareils. Il n'y a pas de conflit, mais dès qu'on est différent, il y a du conflit. Et moi, qui suis un mec traumatisé par le conflit, j'aime pas du tout ça, etc. Du coup, j'ai appris à le voir autrement. Et quand on vit ensemble, quand on est dans des relations, du coup, la clé au niveau relationnel pour que un truc qui foire d'un truc qui marche bien, c'est changer notre rapport au conflit. D'accepter, c'est là la pensée archipélique pour moi importante, c'est pas parce que tu es différent qu'on ne peut pas justement vivre ensemble. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est pas notre différence. Des accords féconds, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est là, pour moi, l'essentiel du travail dans les écolieux, c'est qu'on vit dans une société finalement qui est ultra clivée. On clive de partout, mais les gens ne se rencontrent plus. Dans un écolieu, il y a quand même de la diversité. Alors, c'est vrai qu'il y a des patrimoines culturels quand même particuliers, mais que le conflit qui soit interne dans l'écolieu existe toujours, parce qu'en fait, toute société humaine se polarise. Vous prenez une communauté anarchiste libertaire, au bout de 2 ans, il y a ceux qui seront plus anarchistes que les autres, il y a ceux qui le seront moins. Donc toute communauté humaine, même en apparence homogène, finit par se polariser. Donc ça n'existe pas des communautés, on est tous pareils. Ça dure un temps. On finit toujours par être différent à un moment donné. Peut-être sur des trucs un peu, sur d'autres facteurs. Et donc, quoi qu'il arrive, aucune communauté ne peut échapper au conflit. Et c'est là où, dans ces écolieux, ce travail... En fait, pour qu'un conflit, on le vive bien, il faut avoir finalement une forme de confiance qui se crée, un espèce de socle anthropologique commun. Et c'est là où quand même, il y a quand même des valeurs profondes qui sont importantes. Pour pouvoir se confronter à un niveau, il faut quand même qu'il y ait un lien à un autre niveau. Voilà, pour que ce ne soit pas destructeur. Et c'est là où, pour moi, il n'y a pas d'autre capacité à créer une société qui sait travailler le conflit de façon positive s'il n'y a pas un lien d'amour sous-jacent. Voilà. Et c'est pour moi ça se fait à petite échelle et pas à grande échelle. Voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Alors moi, je ne connais pas bien les communautés, si ce n'est qu'on est voisins. En fait, c'est totalement fortuit, donc je connais en fait. Ouais, je connais l'écolier du Plessis parce que j'habite à quelques kilomètres.
cette histoire de relation humaine et de relation à l'autre, en fait, même si on n'est pas en communauté, toutes les personnes que j'interviewe me disent c'est fou, quoi. Déjà, je pensais que, enfin, on m'a dit que j'allais m'isoler en vivant à la campagne, etc. Et c'est archi faux. Pour plein de raisons, c'est-à-dire que vous avez besoin des autres, comme tu le disais, voilà, on peut pas vivre tout seul, c'est pas possible. Et puis parce que la communauté, le village, se prête à ça, même encore aujourd'hui, quoi. Elle est sociale, cette vie-là, cette vie rurale. Donc tous les gens, la plupart des gens que j'interviewe, peut-être pas tous, me disent, moi j'ai été frappée par cette richesse de la vie sociale, cette richesse de la vie associative. Il y a plein d'endroits où les associations portent la vie tout court, parce que les services publics font défaut, pour plein de raisons parfois très négatives. N'empêche qu'il y a plein de gens qui s'engagent. Et le truc vertueux de tout ça, c'est que, tu parlais de devenir mère, etc., plein de gens que j'ai interviewés ont fini par s'engager parce qu'ils sont entourés de modèles qui s'engagent, en fait. De gens qui donnent leur temps pour des assos sportives, culturelles, tout ce que vous voulez. Donc ils disent, waouh, ils ont l'air super heureux. Moi, j'en veux de leur truc, quoi. Je veux faire pareil. Et donc, du coup, ils s'engagent dans la vie municipale. Ils deviennent maires juste pour un mandat et ça fait 24 ans qu'ils y sont. Enfin, voilà. Et d'autres choses. Il y a d'autres formes d'engagement. Donc oui, elle est d'une richesse insoupçonnée parce que totalement tue, quoi. On pense que la richesse de la vie sociale, elle vient de la densité. Alors, ça devrait être vrai. Et en fait, ça marche pas tout le temps, en tout cas. Juste une phrase, c'est parce qu'on ne peut pas éviter la diversité à la campagne par rapport à la ville. À la ville, on peut vivre un entre-soi dans une ville, entre gens qui se ressemblent beaucoup plus. Finalement, à la campagne, on n'a pas le choix. Quand on vit à 100 dans un village, on vit avec les 100 personnes, quoi. Ouais. Sur la question de la mixité du coup de genre, est-ce que dans les écolieux, il y a plus de femmes que d'hommes? Et est-ce que l'assistance d'aujourd'hui est représentative par rapport à ce qu'on peut observer par ailleurs? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend. En tout cas, des gens intéressés par ce mode de vie, oui, il y a plus de femmes que d'hommes, clairement. Dans les lieux, il n'y a pas forcément plus de femmes que d'hommes. Je dirais peut-être légèrement, mais c'est pas non plus aussi marquant. Par contre, moi, dans le lieu où je vis, bon, il y a moitié-moitié, puis il y a aussi beaucoup de couples hommes-femmes. Mais par contre, c'est sûr que le public qui vient au stage, c'est beaucoup plus un public féminin. Après, c'est un lieu qui fait beaucoup de stages de développement personnel, de yoga, et ça, c'est clair que c'est quand même très féminin. On peut l'étendre aussi à la question de l'écologie. Nous, à Vert, par exemple, on a à peu près, on a fait des enquêtes, là, 57% de lectrices par rapport aux lecteurs. Donc, effectivement, il y a généralement un petit peu plus de femmes qui sont intéressées par ces questions-là. On peut le relier, bien sûr, à des questions culturelles, hein, le care, le prendre soin, etc. C'est culturellement des missions qu'on a attribuées aux femmes, même si, bien sûr, la transition écologique et le changement de société dans lequel on doit être porté par tout le monde, absolument. Donc c'est aussi un enjeu aujourd'hui, justement, d'essayer d'intégrer beaucoup plus de gens là-dedans. Sur la question, la dernière question qui a été posée, peut-être. Est-ce qu'on est animé par un mouvement intérieur, c'est ça? C'est une excellente question. J'espère que nous avons 4 heures. Je pense très humblement que je suis en train de le vivre, ce mouvement intérieur. Puis j'imagine que quand on met le doigt dedans ou le nez dedans, ça ne s'arrête jamais. J'ai peut-être fait, moi, un petit peu les étapes à l'envers. C'est-à-dire, encore une fois, je suis partie avec ma tribu sur l'intuition que c'était là qu'on devait vivre, voilà, qui est aujourd'hui renforcée par, oui, c'était une évidence, en fait, voilà. Et puis, alors je ne vais pas jouer le coup du on m'a menti, mais en fait, il y avait plein de choses que j'ignorais, en fait, sur ce monde rural, qui sont totalement tues, qui ne sont pas dites, parce que pour plein de raisons. Donc, oui, un mouvement intérieur, et surtout, je ne sais pas si ça procède de ça, mais le fait, c'est toujours pareil, le fait de s'écarter du système permet d'avoir une autre vision du système, voilà. Donc oui, ça éclaire, c'est sûr, ça éclaire plein de choses, et j'aime bien dire que ça amène, en tout cas pour moi, une autre relation à moi-même, aux autres et au monde. C'est pas forcément que des grands mots. Oui, c'est vrai, cette mise à distance d'un système et d'un mode de pensée qui nous est quand même imposé, hein, encore une fois, oui, amène à changer plein de choses, oui, c'est sûr. Moi, c'est une question un peu vaste, j'avoue. J'ai peur de répondre à un truc fumeux. Mais moi, je ne sais pas si je suis très spirituel. Moi, je suis plus à réfléchir rationnellement aux problèmes auxquels on fait face et du coup, comment, moi, à mon échelle, je peux y répondre. Et après, il y a une dimension aussi de
de plaisir, je dirais. Quel est le mode de vie ou l'environnement, le genre de type d'activité, de relations sociales qui me rend heureux. Et du coup, voilà, ça m'a plutôt détourné de cette vie tracée par Sciences Po. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ? Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je vis à la campagne, je travaille en maison de santé, donc il y a aussi du soin à la campagne. Je vois qu'il y a, j'ai l'impression que ce qui est sous-entendu dans le propos, c'est que changer de vie et aller à la campagne, c'est vertueux. Il peut y avoir aussi des personnes qui vivent à la campagne qui polluent énormément, qui ont un mode de vie qui est absolument pas du tout écolo ou responsable. Et ce que j'attendais dans la question, c'était comment on peut changer de vie quand on vit en ville aussi. Voilà. Excellente question. Merci pour la question, parce que c'est vrai qu'en fait on n'a pas trop défini les termes du débat, c'est toujours un peu vague. Changement de vie, c'est-à-dire l'ancienne vie, la nouvelle. Alors on a un peu l'image d'Épinal, de la personne qui va élever des brebis en Lozère, mais en fait voilà, il peut y avoir aussi des changements de vie urbains. Et sur ça, c'est clair que tes consommations, est-ce que tu es dans une AMAP, est-ce que tes mobilités, il y a plein de choses qui peuvent aussi être plus écolo. C'est vrai. Je reviens sur ça, tu as tout à fait raison. Ton travail, à quel monde est-ce que tu contribues ? On peut aussi contribuer à des choses très bien en ville, donc voilà, il ne faut pas non plus opposer les deux. Et aujourd'hui, tu le rappelais, il y a 70% des gens qui vivent dans les villes, donc il y a aussi une grosse question de cette transition finalement, ou ce changement-là. Qu'est-ce qu'on fait des urbains ? Alors, moi, j'ai l'intuition qu'il va y avoir quand même un appel un peu de la campagne, parce que si on veut continuer à se nourrir, c'est une question que j'ai un peu étudiée dans ce livre-là, de comment est-ce qu'on va se nourrir durablement en France et puis même dans le monde. Si on revient à un système agroécologique où on n'a plus d'énergie fossile, où on n'a plus d'engrais de synthèse et toutes les perfusions qui aujourd'hui nous permettent de produire artificiellement de la nourriture, il va falloir plus de bras. La Confédération paysanne, elle parle d'1 million de paysans qui sont nécessaires pour mettre en place un système alimentaire durable. Donc une partie de la réponse, ce serait peut-être qu'il va y avoir un mouvement de population des villes vers, à mon avis, les campagnes. Mais quid des gens qui restent en ville ? J'ai pas la réponse. Beaucoup de choses qui s'inventent dans les villes, bien entendu. L'objet de ce débat, effectivement, c'est surtout ces transitions-là qui permettent d'aligner son mode de vie à un changement de territoire. Tout simplement parce qu'il y a d'autres débats sur les bifurqueurs. C'est un programme extrêmement riche, donc c'est pour ça qu'on se restreint à cette question-là. Mathieu, ouais. sur les... Tu peux y aller maintenant. Juste une seconde par rapport... Excuse-moi, tu notes ce que tu veux dire. Par rapport à qui part et qui reste, c'est un vrai sujet aussi qui est alimenté par d'autres, effectivement. Je parlais de capital culturel pour désigner ceux qui ont les moyens, on va dire, émotionnels, intellectuels, etc., de partir, voire économiques aussi, de partir. Qui est-ce qui va rester, du coup, en ville ? C'est une vraie question. Est-ce que ce sont ceux qui n'ont pas le choix ? Et du coup, ça pose de vraies questions en termes sociaux, en termes économiques, en termes plein de choses, voilà, qui sont loin d'être résolues. Ouais. Bon, comme je disais en introduction, c'est pas non plus un mouvement d'ampleur pour l'instant qu'on voit en termes d'exode. Du mouvement des villes aux campagnes. Pour l'instant, les chiffres ne traduisent pas le fait que ce soit hyper massif. Donc il y a aussi énormément d'alternatives. Mathieu, sur ces alternatives en ville, justement, ouais. Il y a des oasis en ville. Oui, il y a des oasis en ville. Peut-être, c'est vrai que c'est un débat, je trouve, assez passionnant, le débat sur ville-campagne. Ça paraît un peu binaire, mais je trouve que c'est vraiment important dans la mesure où, quand même, aujourd'hui, on a quand même une écologie aujourd'hui qui est quand même prônée, qui est une écologie qui tend vers une densification de la ville. Donc là, même nos propos, ils vont quand même un peu à l'encontre de quand même un discours dominant, en tout cas de la vision politique actuelle de l'écologie. Moi, quand on parle de ville, c'est pas pareil de dire une ville de 1500 habitants en milieu rural, ça peut aussi être une ville, VS, habiter dans une métropole de plusieurs millions de personnes, c'est pas pareil. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui est le point peut-être essentiel, c'est la question de la communauté humaine. Vous savez, il y a un nombre, là, le nombre de Dunbar, qui dit qu'un être humain peut pas être en relation avec plus de 150 personnes de façon approfondie.
Et que même maintenant, on a 5000 amis sur Facebook, ça ne change rien. En fait, on en connaît que 150 sur les 5000 amis qu'on a. Donc le problème aujourd'hui, c'est que moi, je pense que pour créer des réponses aux enjeux aujourd'hui, la bonne taille, c'est des tailles de quelques centaines de personnes, maximum. Et si on se dit qu'une ville, c'est plein de quartiers, plein d'immeubles qui font ça, très bien. Mais ça demande des ajustements sans doute. Donc moi, je pense qu'en ville, oui, on peut changer de vie. Pour moi, je crois beaucoup à la force du collectif. L'individu tout seul, il ne peut rien faire. Les grands ensembles politiques que sont les États aujourd'hui, ils sont pas entre nos mains. Donc, voilà. Donc moi, je crois beaucoup à la puissance de ce qu'on peut faire quand un habitant d'un même immeuble se rassemble et dire tiens, on avait une cave en bas qui ne sert pas à grand chose, est-ce qu'on la transformerait pas, je sais pas, en salle de jeu collective pour nos enfants ou en buanderie collective pour pas avoir chacun machine à laver. Je sais pas, on peut en ville faire ça. Ce qui est compliqué, et c'est là où les écolieux peut-être facilitent pour beaucoup de gens, c'est que en fait, on se choisit un peu plus quand on habite dans des lieux comme ça. Alors que des gens, il y a des belles histoires d'immeubles qui ont transformé, mais souvent, les gens qui veulent transformer, qui s'épuisent parce que tout le monde n'a pas les mêmes envies à cet endroit-là. Après, je voudrais juste faire une parenthèse sur la question de la ville. C'est un peu un sujet quand même qui est récurrent. Moi, je crois, et c'est un peu ce qui a été dit aussi juste avant, que quand même, on ne pourra pas vivre aussi longtemps dans des villes. Ça, j'y crois pas. Il faut arrêter de croire qu'on va faire des villes productives. En plus, je gère des tiers-lieux à Paris, donc on vend de la ville productive à tout va aux institutions. Il faut quand même désemplir un peu les villes pour que les villes deviennent encore plus vivables. Il ne faut pas les densifier, au contraire. Voilà, parce que je pense que si on dit que l'écologie, c'est pas juste une question d'empreinte carbone, mais aussi de lien au vivant, etc., il y a quand même une facilité, évidemment, dans des environnements où on a plus accès à la nature. Donc, moi, je pense qu'il faut que vraiment nos instances politiques, elles organisent quand même une transition qui aille vers le fait peut-être de créer des plus petites villes. C'est pas de quitter la ville forcément, mais en tout cas d'arrêter cette métropolisation, qui est un phénomène, à mon avis, qui est dangereux, voilà, sur le long terme. On m'entend ? Top. Merci beaucoup. Juste une toute petite parenthèse. J'ai récupéré hier votre livre, du coup. J'en suis encore qu'au début, mais je pense que ça va beaucoup nourrir ma réflexion interne, donc merci beaucoup. Moi, je suis cadre chez LVMH. Je travaille en ce moment dans le développement durable chez NC. Et je voulais vous poser la question au niveau des industries, parce que j'ai un peu ce paradoxe interne entre vivre en harmonie avec ce que je pense et essayer de faire changer les choses de l'intérieur du problème qui, aujourd'hui, dans ma tête, est l'industrie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'en faisant partie, finalement, du problème, on peut arriver à le changer ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux bien. J'avais évidemment une vision. Je grossis un peu le trait de ce que je pense à chaque fois, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Mais moi, j'y crois pas aux très grosses entreprises, en fait. Je crois que cette logique-là, elle est. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à une logique archipélique. Je crois que le mieux, c'est de travailler à des petits ensembles qui se mettent en lien, phénomène de réseau, etc. Je ne crois pas aux pensées continentales. Je crois que c'est une partie fondamentale du problème aujourd'hui. Je crois que on peut dire très bien que Danone produit des yaourts partout sur Terre, mais on pourrait faire plein de petits producteurs de yaourts et sans doute qu'il y aurait plein de bénéfices et sociaux et démocratiques d'en faire plein plutôt qu'en faire un gros. Après, voilà, ça c'est la théorie. Après, la pratique, c'est pas si simple. Mais moi, je pense que les grosses structures, quelles qu'elles soient, elles sont plus fragiles qu'on imagine, et on va le voir. Même y compris sur le numérique, je pense aux GAFAM, on verra ce qui se passera dans quelques années. Donc moi je ne suis pas très optimiste, je vous avoue, sur les logiques des grosses structures, mais c'est mon prisme. Voilà. Je crois qu'il y a des replays qui vont être disponibles, donc ça va sans doute vous aider à y voir un petit peu plus clair. Oui. Si je peux réagir derrière. Je trouve que pour la jeune femme qui est là, ce que vous dites, c'est lâcher tout, aller dans une petite entreprise. Non, mais je trouve qu'au contraire, c'est des personnes comme ça qui sont des ressources précieuses pour des grandes sociétés et qui peuvent faire justement se questionner en interne, parce que les RH, elles ont du mal à l'attraction des talents. Et ce genre de profil qui se pose des questions, ça challenge. C'est important qu'ils soient plusieurs, qu'ils fassent remonter dans les entreprises leur point de vue. Et ils peuvent justement faire avancer, parce que les grandes entreprises, elles sont beaucoup plus ouvertes qu'on ne le croit. Elles ont bien sûr une logique marché
Et ça, c'est important. Mais regardez hier la réunion qu'il y avait eu avec le comité Colbert, qui a présenté Pierre Hermé, Lancôme, qui y avait d'autres. Enfin, bien sûr, il y a Arthur Bertrand, mais Chloé, etc. C'est des gens en interne qui font bouger les choses, qui ont des labels Bicorp, qui ne se donnent pas si facilement. Donc, je pense qu'il faut aussi proposer à ce genre de jeunes filles qui s'interrogent, et à jeunes hommes ou autres, un espoir, et c'est en restant au cœur justement de l'activité économique du système que des gens comme ça de talent peuvent faire évoluer et remettre en cause. Et comme la jeune femme par ailleurs qui disait qu'est-ce qu'on peut faire en restant en ville aussi. Donc il ne faut pas aller effectivement tous se dire on va se mettre sous les arbres, et c'est très bien d'être sous les arbres, mais il y a une juste balance, et si on veut transformer notre société, il faut prendre avec ce qui existe déjà. Ouais, mais moi je dissocie les personnes et les structures. Pour moi, les entreprises ne sont pas ouvertes, c'est les personnes qui sont ouvertes, c'est pas les entreprises qui sont ouvertes. Enfin, parce que moi, c'est vraiment, je grossis un peu le trait, mais j'ai travaillé dans des Nations Unies, j'ai travaillé dans des grosses structures aussi, et aujourd'hui, je pense que, voilà, c'est une pensée peut-être un peu extrême, mais moi, j'ai vu beaucoup de gens faire ce que vous dites, de dire je vais changer les choses de l'intérieur, et aujourd'hui, après, alors c'est peut-être court, mais je trouve que c'est des personnes qui sont un peu déçus de ce qui leur est arrivé. Je suis désolée, mais tout à l'heure, vous parliez de clivage dans la société. Ce genre de discours, je ne suis pas du tout... ça encourage le clivage. Non. Alors que justement, quand on a la possibilité de parler dans les entreprises, de faire évoluer... Et c'est des humains d'abord. Oui. Ils se remettent en question parce que leurs consommateurs les remettent en question. Donc forcément, ils se remettent en question. Donc il faut leur laisser la chance d'avoir des gens de l'interne qui passent faire changer les choses. Et on sera moins dans le clivage en disant là, c'est à droite, c'est bien, les petits, ils sont mieux que les grands, Et le retour d'expérience de Clément est très intéressant aussi pour dire moi, je l'ai expérimenté, j'ai été au bout et voilà mon retour. Je pense qu'il faut laisser un espoir à ces gens-là et que leur énergie et l'énergie et l'intelligence collective peuvent faire avancer les choses. Il est 13h. Il est 13h, donc on va devoir arrêter effectivement cette table ronde. On remercie tous nos intervenants d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. On peut poursuivre la discussion à l'extérieur pour celles et ceux qui ont encore des questions et qui voudraient consulter ou acheter les ouvrages de Clément Hozier et de Mathieu Labonne. Merci à vous.